tous. Le 10-12, le Zénith prend le contrôle de la télévision sur le continent et à travers le monde avec le grand panel qui est encore mobilisé ce jour de vendredi pour vous entraîner dans les couloirs de l'information tels que revisités par nous et commentés par vous également qui nous regardez à la maison à travers les contacts qui vont s'afficher au bas de votre petit écran. Et pour présenter effectivement ce qui constitue ce panel ce jour, j'ai envie de souhaiter la bienvenue à Charles Armel. Bonjour. Bonjour Didier Patrice. Bonjour à André Mamafouda, le ministre des promesses divines. On attend toujours les kits. Ça vient, ça ne vient pas. Toujours est-il qu'il ne cesse de décéder. Encore un mort de ce côté de l'extrême nord. Bonjour à vous et bonne journée. Merci Charles Armel de nous renvoyer un temps soit peu dans le septentrion pour parler de cette actualité qui a suscité également l'analyse profonde de Bombok que nous recevons également sur ce plateau. Bonjour. Bonjour Didier Patrice, moi je salue Magnan, c'est-à-dire le capitaine Courage, c'est pas l'autre Magnan, c'est Rigobert Song qui vient d'être à la tête d'un documentaire qui retrace l'accident vasculo-cérébral qu'il a eu. On va projeter un documentaire bientôt pour montrer comment le capitaine Courage s'est sorti de cette maladie-là et avec courage. Il voudrait donc une fois encore montrer au peuple camerounais qu'il est courageux, qu'il a donc la mort. Il va mourir bien sûr, mais il voudrait encore transmettre un peu plus de courage comme il l'a fait lorsqu'il était capitaine des Lions indomptables. Merci, capitaine. Merci, Bombok Bengan, et surtout beaucoup de courage au capitaine Courage, Rigobert Sambana, qui est revenu de ce malaise. Haribel est également des nôtres ce jour. Bienvenue sur le plateau. Merci Didier Pat, bonjour à toi, bonjour Charles Armel, bonjour Bombok, et bonjour chers téléspectateurs. C'est vendredi, je suis là. Hein, Didier? Nous restons avec notre cher Haribel pour justement planter le décor de cette production du vendredi, en vous entraînant dans généralement ce qu'on a choisi d'appeler l'histoire du jour, une histoire rocambolesque qui nous sera racontée par Haribel, une histoire qui concerne notamment la gente féminine, une fois de plus, qui est mise sur la sellette, avec ces histoires qui sortent du commun. Oui, oui, aujourd'hui on va parler des gens là qui confondent tout. Tu vois un peu? Les femmes qui confondent tout. Non, il y a même les hommes qui font ça. Ne commence pas par parler de la femme. J'ai dit des gens là qui confondent tout. Oui. Le lieu de service au foyer, à la famille, c'est ça. Comment tu dis que c'est la femme? Ah bon. Donc qu'est-ce qui se passe, Charles Armel Bombok? C'est l'histoire d'un monsieur qui est marié, n'est-ce pas? Il est dans l'armée depuis. Maintenant, quand il a épousé sa femme, il a financé l'école. Il a financé parce qu'elle aussi elle est rentrée dans l'armée. Mais c'est bon qu'aujourd'hui, son grade dépasse celui de son mari. Donc maintenant, son mari est son subalterne. Il est en bas comme ça là. Mais elle est en haut. Mais c'est bon qu'elle confond maintenant tout. À la maison, comme au lieu de service, le mari fait tout. Même à la maison, elle réclame ça. À la maison, elle réclame le café. Le repassage des habits qu'elle faisait, elle ne fait plus. Le petit déjeuner qu'elle se levait le matin, elle servait à table, elle ne sert plus. Même quand elle rentre, Didier Patrice, quand elle rentre, non, elle klaxonne. Le jour, le bol n'est pas là, non. Le gardien n'est pas là. Elle klaxonne. Elle ne sort pas de sa voiture pour ouvrir le portail et entrer. Oui. Elle klaxonne. Son mari qui quitte du salon, il vient ouvrir. Même s'il dort, il va se lever, il vient ouvrir. S'il perd le temps, elle va gronder. Que depuis que je klaxonne, tu es où depuis? C'est même quoi, je suis fatiguée. Donc elle confond tout, même à la maison, elle veut le café. Présentement, là, quand je vous dis là, c'est grave, parce que même son mari est fâché, soit disant que donc, c'est ma mort que je payais comme ça. C'est ma mort que je finançais. Donc, ce gars-là, il a besoin de vos conseils. D'accord. Drôle d'histoire, et pour une fois, je peux défendre la gente féminine, ou du moins, cette dame en question. Cela peut se traduire par, justement, les frustrations qui sont liées à ses responsabilités et peut-être aux enjeux de l'entreprise pour laquelle elle et son homme travaillent. Bombok Bengan, je ne sais pas quelle lecture vous allez faire de cette situation. Difficile quand même, mais bon, ça peut arriver. Non, ça peut arriver puisque c'est arrivé. Nous sommes bien ici dans l'armée. Et l'armée, c'est le respect de la hiérarchie. Là, on est d'accord. Mais sauf que le mari dit c'est lui qui a financé.
les études de son époux. Ça veut dire qu'au départ, son mari travaillait d'abord, il était peut-être même recruté dans l'armée, mais il a aimé une fille, il a financé ses études, et maintenant il a estimé que la fille pouvait faire l'armée pour faire une harmonie, pour parvenir à une bonne harmonie au sein du couple. Maintenant, il se trouve que sûrement la femme est plus diplômée que lui, et naturellement, il monte en grade plus que son mari, et ça cause un problème. Ça cause un problème, premièrement, au niveau... Mais de là à confondre quand même... Voilà, c'est pour dire quoi? C'est pour dire deux choses essentielles. La première, c'est que nous, les hommes, nous avons généralement honte des frustrations que nous subissons en famille. Parce que j'entends souvent qu'il y a les associations des violences faites aux femmes, d'associations des femmes, vraiment les maltraitances des femmes, mais on ne parle jamais de la maltraitance des hommes. Et parce que précisément nous les hommes, parce que nous sommes considérés comme les chefs de famille, c'est d'ailleurs ce que la législation prévoit, mais sauf que nous subissons plus de tortures que les femmes qui sont supposées être sexe faibles. Voilà une preuve. On pourrait dire que non, c'est un cas isolé. Non, ce n'est pas un cas isolé. Et heureusement qu'il existe. Je pense que hier même, la Equinox a fait mention des hommes qui ont créé une association, voilà, des droits des hommes, donc des violences. Des hommes battus, doit-on dire? Nous subissons régulièrement et de manière permanente les violences des femmes, mais on a honte d'en parler. Parce que qui va dire à ses camarades, à ses collègues de service ou à ses amis que comme vous voyez là, ma femme me tape toujours. Ce n'est pas possible. Et bon, je ne sais pas, nous subissons comme ça beaucoup de torts, même physiques et morales. D'accord, merci Mombok Bengan pour cette lecture transversale. Nous allons certainement y revenir et comme vous le savez, pour vous qui nous regardez à la maison, les contacts s'affichent au bas de l'écran pour vous permettre de réagir et de nous laisser quelques messages, pourquoi pas. Charles Arbel, quel commentaire? Alors, il faut dire, Didier Patrice, que ça pose véritablement un problème. Vous savez que dans l'armée, le sacro-saint principe, c'est un ordre doit être exécuté sans hésitation ni murmure. Ça veut dire que lorsqu'on dit monte, vous ne devez pas réfléchir, vous vous exécutez. Alors, la formation subie, reçue, prédispose l'individu à se comporter comme un robot exécutant. Lorsqu'on appuie sur la machine play, il se met à jouer. Premier point. Deuxième point, lorsqu'ils sortent de là, ils se retrouvent dans leur cocon familial. Ils sortent très tôt le matin, parfois ils vont faire les gars, 3 jours, 4 jours. Lorsqu'ils reviennent, ils ont l'impression de ne vivre que dans cette bulle. Raison pour laquelle l'ensemble des frustrations qu'ils portent, l'ensemble des pressions, ils les transposent à la maison. C'est la raison pour laquelle je dirais que si vous réussissez à rencontrer 50 femmes d'hommes en tenue, elles vont se plaindre de ceci qu'à la maison, les hommes sont plus des bourreaux que des amoureux. Ils ne réussissent pas à faire la part des choses entre le service et l'amour et la maison. Ce qui suppose que lorsque vous sortez, plus vous vous éloignez de la caserne en rentrant chez vous, vous devez abandonner toutes les pressions et redevenir un homme nouveau. C'est la raison pour laquelle vous allez voir dans certaines structures en Europe, lorsque quelqu'un quitte, il passe par la case psychologique. Le psychologue doit rencontrer un neurologue psychologue pour que celui-là évalue. Est-ce qu'on peut le rejeter dans la société? Alors, c'est le cas de cette femme, parce qu'elle est habituée à boire le café, parce qu'elle est dans le même lieu de service que son époux, parce qu'on a appelé à lui donner le titre de chef, à lui donner le titre à la respecter sur tous les plans. Elle veut transposer cette réalité dans le domicile. Et cela pose un problème. Est-ce que l'homme est encore l'homme? Rappelons-nous du cas de cette ministre à l'époque d'Aïdjo qui aimait faire des réunions, qui avait des réunions tardives, elle rentrait tous les jours tard. Un jour elle est rentrée, son mari l'a attrapé, l'a bastonné copieusement. Elle s'est plainte, le lendemain elle a appelé la police, on a récupéré son mari, on a jeté son mari au fond d'une cellule parce qu'il a battu sur une femme ministre. Le monsieur a fait une lettre qu'il a envoyée à Aïdjo a convoqué, c'est le ministre demandant, mais madame, il y a une différence. Le travail de ministre finit à 1h et votre devoir conjugal. Enfin, alors, madame, je préfère que vous allez assumer votre devoir conjugal. Et c'est comme ça qu'on l'a enlevé. À 13h, je me rappelle bien, on l'a enlevé de son poste de ministre. Donc, pour dire qu'il faut faire la part des choses, je conseille à cet homme d'aller se plaindre
auprès des supérieurs hiérarchiques. Il va se plaindre et je crois que des solutions vont être trouvées. Cela pourrait s'apparenter également, Charles Armel, avant de vous permettre de sortir à ce qu'on appelle généralement les abus de confiance aussi, même si les abus de pouvoir, j'y arrive, même s'il faut quand même noter que dans le sérail de l'armée, il y a quand même ce respect qui est fondamental dans le circuit. C'est ça que je suis en train de dire qu'il y a transposition. Elle transpose tout simplement le pouvoir. Elle transpose le pouvoir de la structure à la maison. Ça veut dire que, madame, lorsque la femme arrive, clan, c'est monsieur qui doit ouvrir. Pourquoi c'est monsieur lorsqu'il y a un domestique? Je veux une tasse de café. Elle veut encore ce respect. Ça veut dire qu'elle veut arracher absolument un pouvoir. Était-elle avant qu'il ne trouve le travail frustré dans ce foyer? Ça, c'est une question. Est-ce qu'elle n'est pas en train de rendre la monnaie d'une pièce? Allons aussi chercher. Mais toujours est-il que l'homme qui se retrouve dans cette situation, tôt ou tard, va se retrouver à vouloir quitter cette femme. Et s'il décide de quitter cette femme, il faudrait qu'on le mute. Parce que s'il reste dans la même structure, ça sera un calvaire énorme qu'il va vivre. Allez, Haribel, oui, bon. Je ne partage pas ce point de vue. Charles Armel n'a vu que sous l'angle de l'armée. Maintenant, que ferait cette femme lorsqu'elle est colonel et si le mari était civil? Si le mari était civil, c'est la même chose. Non, justement, ça veut dire que si elle se comporte comme ça veut dire que ce n'est pas une femme qui est vouée pour le mariage. On en a vu également dans le civil. Une femme est proviseur, son mari est enseignant dans le même établissement. Et on fait comment? Non, ça c'est autre chose. Bon, c'est autre chose. Non, vous allez vous rendre compte que dans l'armée, moi je vous prends des cas visibles, dans l'armée, il y a des femmes qui ne sont pas mariées. Autoritaristes. Donc il y en a des femmes qui sont essentiellement et particulièrement autoritaristes. Donc du coup, c'est vrai qu'on n'accepte pas dans notre société actuelle, mais bon, c'est une triste réalité malheureusement. Haribel. Oui, Didier Patrice. Non, moi j'apprécie la femme là. Et ça, pour la première fois, je rejoins Charles Armel. Pour la première fois, il a supporté la femme. J'applaudis. Oh, Charlie! Tiens, un jour après, pour la première fois. Donc, ce que moi je dit, c'est que non. Comme Charles Armel a dit, ça dépend de la formation. Tu es allé à Montenguene. Tu es allé à l'école des gardiens de prison. Le premier jour, la manœuvre, on les plonge dans l'huile noire. Et tu sais comment on fait, Didier Pat? Non. On te demande de prendre un homme. Toi, la femme, non. On te demande de prendre un homme. Vous collez. Vous collez, vous chantez toutes les chansons sauvages. Comme à l'époque, Collez la petite est sortie. Vous chantez. Collez. Vous collez. Collez la petite. Collez. Jusqu'à si vous ne chantez pas. Il reste à 17 dit, je ne vous écoute pas. Vous criez. Collez. Si tu ne colles pas bien, il dit, tu as peur de la femme. Tu veux dire quoi? Que tu ne connais pas la femme. Tu connais la femme. Et tu as peur d'elle. Colle-la bien. Une fille que tu ne connais pas, tu es venu à l'école. Hein. On te demande de coller une femme. Vous enroulez dans la boue. Après, on dit que montez sur la femme là au sol. Donc, le comportement de ces gens-là, non, vient de l'école là où on les a formés. Ça vient de la formation. Ça fait qu'elle confond aussi tout, comme ça la maladie. En même temps, on peut faire la part des choses quand même. Non. Au-delà de ses responsabilités, on a une vie de famille à mener. Si elle essaye de changer, non, le mari peut s'oublier. Même au lieu de service, il appelle chéri. Alors qu'au lieu du service, il va appeler chef. Tu comprends, non? Donc c'est mieux que ça soit ainsi jusqu'à la maison. Parce qu'il peut s'oublier. Hein. Ils sont là peut-être en réunion, il va dire chérie, alors que normalement il doit dire chef. Donc ça doit continuer jusqu'à, même au village, ça doit continuer, rien ne s'arrête. C'est bien comme ça. Vous êtes d'avis avec Haribel, d'accord, plutôt Charles Armel. Je voudrais qu'on s'apesantisse un peu sur ce sujet. Est-ce qu'au nom de ce qu'on est haut gradé ou qu'on soit peut-être mieux loti intellectuellement que son mari ou son épouse, on se doit pour autant d'exercer autant de pouvoir sur l'autre? Alors, moi, je vais vous répondre. Vous avez un doctorat en histoire. Votre femme a, je ne sais pas, elle est commerçante. Lorsque vous vous retrouvez à la maison, est-ce que vous parlez de votre doctorat? Vous parlez de votre histoire? Ou elle parle de tout? Non! J'estime que le cocon familial, c'est ce lieu où on va échanger. Comment tu as passé ta journée? Est-ce que tu te portes bien? La journée était comment? C'était difficile. Alors j'ai eu les menaces. Non, j'ai enseigné. J'ai bien enseigné. Non, on a eu tel symposium. On n'entre pas dans nos détails parce qu'on sait que l'autre ne va pas comprendre. Oui. Même si quelque part l'autre s'essaye. Alors une femme qui transpose les réalités de son service à la maison, ça suppose tout, ou un homme qui transpose les frustrations de son service dans son domicile, ça suppose que ce monsieur est en déphasage avec la société. Parce que votre domicile devrait être votre lieu de refuge et dans ce lieu, ce terrain de kickboxing, ce terrain où vous allez bagarrer. Parce qu'au service,
Vous devez, la femme, elle veut s'imposer. Elle veut s'imposer, elle veut son respect. Mais si elle rentre à la maison, c'est un respect, elle devra plutôt prendre la place de sa femme, de la femme, être soumise. Chérie, je suis rentrée, elle va à la cuisine, elle continue à faire ses tâches ménagères, à tout gérer. Mais le fait de poser ce type d'acte, ça suppose qu'un jour, l'homme va se retrouver à laver les slip de la femme dans ce domicile. Non, c'est bien de faire comme ça parce qu'il peut s'oublier. Comme on ne le fait jamais là. Est-ce que vous voyez cet homme en train d'interpeller sa belle famille, en train d'interpeller sa famille que je suis menacé? Non, il va pleurer au plus profond de lui. C'est sans qu'il est menacé, il ne va se retrouver qu'à poser un acte si je ne me trompe pas. Pourquoi vous avez honte de vous plaindre? Plaignez-vous vous les hommes parce que nous on se plaint. Celui qui sent qu'il est en danger, qu'il se plaigne. Et s'il se plaint pas, ça veut dire que c'est bon à lui. Ah, bien facile de demander aux hommes de se plaindre, ma chère Aribel, mais sauf que dans la culture, notre culture bantou, même occidentale, hein, c'est pas souvent que les hommes se plaignent de quelque situation que ce soit. Voilà donc le sujet, bien sûr, de ce matin de vendredi. Je vous l'ai dit, les contacts s'affichent au bas de l'écran. Vous pouvez nous laisser quelques réactions sur le sujet qui a été proposé par Aribel, ce qui nous permet d'embrayer avec effectivement la petite colère de Charles Armel qui va s'attaquer à un volet publicitaire essentiel. Ça charge effectivement des banderoles dans nos grandes villes du Cameroun et même d'ailleurs de toutes les façons, essayons de comprendre. Voici la colère de Charles Armel. Je m'interroge sur la question de l'utilisation massive des banderoles au Cameroun. Je m'interroge sur cet emploi plus que saturant, sur cet emploi plus que nauséabond, permettez-moi l'expression, tellement la ville est sale. Le petit Robert, pour parler de lui, dans son 12e volume, définit à la page 150 le nom féminin banderole comme étant une bande d'étoffe portant une inscription. À la page 151, il étend sa définition en précisant qu'il s'agit d'une petite oriflamme. Lorsque moi, je regarde au vu de cette définition, cette ville de Douala, j'ai pitié. Oui, je vous assure, j'ai pitié, tellement l'image est sale et nauséabonde. J'ai trop mal, car j'ai l'impression que nous sommes des singes dans une cage, tant on étouffe, je vous le dis. Faites un tour à Bepanda, faites un tour en Dokpasi, Bilongue, Mabanda, et vous verrez de quoi je parle. Vous-même regardez comment cette ville est sale. Que dis-je trop sale? De la terre au ciel. Pour le ciel alors j'ai honte. Vraiment j'ai envie ce matin de gifler quelqu'un, tellement ça me fait mal. Vous-même regardez la quantité de banderoles qu'il y a dans cette ville, du boulevard de la Liberté à celui de la République, du boulevard des Nations à celui de l'Aviation, ou entrez dans les quartiers, ou à l'entrée des quartiers, vous allez vous rendre compte ce qui est écrit. Bienvenue aux obsèques de maman Donfac, Dieu le fac, Tant le fac. Bienvenue aux obsèques. Merci à tous ceux qui sont venus assister aux obsèques de M. Abanda. Merci à tous ceux qui sont venus commémorer la mémoire de M. Ndome. Voilà autant de banderoles qui traînent. Que ce soit à Yaoundé, à Douala ou dans les autres villes camerounaises, désormais le deuil, c'est devenu la publicité. Les banderoles font désormais partie du paysage. Elles annoncent le deuil. Les événements culturels, anniversaire des décès, la publicité de produits. Quand elles ne véhiculent pas des messages religieux ou des notions de soutien, elles sont toutes sortes ou de toutes sortes et de toute taille. Diviser, diminuer, classifier les banderoles, on en a marre. Quel est le service qui s'occupe de l'affichage public et pourquoi ne fait-il pas son rôle? Ne joue-t-il pas son rôle dans cette république? Sous le conseil des régisseurs et agences publicitaires, les propriétaires de ces banderoles choisissent leur emplacement en fonction de la circonstance, de la nature du message ou de l'événement. À Bepanda, il y a des banderoles qui ont mis plus de 6 mois. C'est là. On a fini avec le ramadan, mais on retrouve encore dans certains coins de la ville les affichages et les banderoles. Est-ce que dans les cahiers de charges de la communauté urbaine, il n'existe pas un format pour les boulevards, les avenues et les rues? Dites-moi pourquoi y a-t-il tant de banderoles sans sens dans cette ville de Douala?
Pamplemousse et Citron ne sont pas fatigués de nous dessiner ou de nous bassiner avec des tonnes de messages qu'ils nous pourchassent dans les rues. Oh mon Dieu, ce qui me plaît dans cette histoire, c'est que lorsque la banderole vieillit même, il n'y a plus personne pour l'enlever. Regardez bien les banderoles de cette ville, c'est les camions qui nous aident. Lorsque ça ne traîne pas sur la voie publique pendant près de 4-3 mois et qu'elle ne soit sauvée, la rue, par un bensikiner qui va récupérer pour faire la bavette ou décorer son véhicule, mon Dieu, cela restera là car personne n'aura son temps, même pas ceux qui l'ont utilisé. Merci. Merci Charles Armel pour ce regard, justement horizontal de l'exploitation et surtout des affichages dans nos différentes villes du Cameroun. Alors, Bombok Bengan, quelle réaction après justement cet exposé de Charles Armel? Charles Armel a parlé de la communauté urbaine, de nos communautés urbaines, pour rester dans les grandes villes. C'est de leur responsabilité. C'est auprès des communautés urbaines, effectivement, qu'on paye ces affichages-là. Et les établissements, je veux dire les entreprises qui s'occupent de la régie, qui ont la charge de les confectionner, passe également par la communauté urbaine parce que là vous venez avec, comment je vais dire ça, le nombre de banderoles que vous voulez afficher et les artères, voilà, que vous avez choisi pour le faire. Et c'est la communauté urbaine qui vous donne. Et les dimensions, on vous dit, sur les grandes avenues, c'est 6 mètres, c'est 3 mètres là, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, après donc, ils ne vous demandent pas, là, c'est là où je parle bien, ils ont une brigade de désordre urbain. Et leur désordre urbain, c'est limité peut-être au niveau des artères de la ville, au niveau des marchés ou des motos, des gares routières. Et voilà donc le désordre urbain qui s'installe. Ça veut dire quoi? Vous dites bien les obsèques de papa tel. On vous permet de mettre vos affiches, je ne sais pas où, au rond-point Madagascar ou je ne sais pas, ancien Dali. Maintenant, vous n'avez pas l'obligation d'enlever votre banderole après les obsèques. Est-ce que c'est vous-même? Est-ce que c'est la régie? De toutes les manières, puisque ce n'est pas vous qui placez la banderole. Donc c'est l'agence de régie et la communauté urbaine qui devrait avoir la charge de les enlever à un moment donné, y compris sur les plaques publicitaires d'affichage. Mais ça reste là. Il y a par exemple même, je me rappelle encore, les banderoles qui donnaient les grandes réalisations du président Biya sont restées là de 2011 jusqu'à récemment. Vous verrez même certains plaques qui ont encore les affichages du président de la République, alors que le temps est passé, les élections de 2011 sont loin derrière nous. Donc ces banderoles-là existent et il appartient à la communauté urbaine, effectivement, de les enlever. Mais il n'a pas dit quelque chose. Quelquefois même, un camion qui transporte le conteneur passe, il brise un banderole, ça commence à s'envoler sur la roue et tout, et ça amuse tout le monde, et on passe et tout. Donc c'est de la responsabilité de la communauté. Il y a quand même une hauteur qui est recommandée pour la disposition de... Voilà, exactement. Est-ce que ces détails sont finalement respectés par les uns et les autres au-delà de l'aspect timing dont devrait se prévaloir la communauté urbaine de Douala, tel que l'indique Bombok Bengan? Megui? Le problème des banderoles, Tony, il faut le dire, hein, c'est quelque chose d'assez incompréhensible quand on voit ces banderoles affichées dans les artères de nos villes. Il faut le préciser, c'est carrément salissant. On ne sait pas à quelle réglementation même ça obéit, combien il faut payer, pour combien de temps, on ne sait pas trop. Il y a des banderoles qui s'éternisent en fonction du message qu'elles véhiculent et justement de la société ou même du groupe politique qu'elle promeuve. Donc, quand c'est peut-être une banderole qui concerne le parti des Flammes, on remarque qu'elle s'éternise là, elle vieillit, elle salisse la ville, et donc on ne comprend pas très bien à quoi ça sert finalement. D'accord, Megui, c'est votre réaction de toutes les façons. Aribel. Oui, Didier. Je crois qu'il y en a également de ton côté des banderoles. On les voit presque tout le temps. Il y en a qui sont pendantes, qui ne sont plus, qui ne tiennent plus justement au bout du fil. Et au vu et au su de tout le monde, ça ne dérange personne. Il y a l'autre à l'entrée du marché des dos là-bas, depuis le 31 décembre, qu'on a fait sonder. C'est toujours là. Tu sais, moi, je ne savais pas qu'on payait les banderoles là, pour attacher. C'est quand j'ai eu deux que j'ai compris que c'est un business. Parce que quand je vois moi les banderoles qui font les 1 an,
Je me demande comment ça se fait pour que ça soit là-bas pendant 1 an. Parce que quand moi j'ai voulu attacher la banderole de mon père, on m'a dit c'est 3 000 francs la journée. 3 000 francs la journée et tu payes 5 000 à celui qui monte attaché. Ce n'est pas toi qui attaches. Je dis tu payes 5 000 et 3 000 francs la journée. Donc ça veut dire que ces gens-là payent 3 000 francs chaque jour. Ça c'est au niveau de base. Vous savez qu'ici à Douala, peut-être c'est 10 000 francs la journée. Hein? Peut-être c'est 10 000 francs. Donc depuis le 31 décembre 2016 là, la famille ne fait que payer 3 000 francs chaque jour. Comment ça fait que le deuil est passé? On n'enlève pas. Vous connaissez seulement prendre de l'argent aux familles. Le deuil est fini, vous n'enlevez pas. Ça vous plaît? Même la banderole de Tonnet, oui. Le délégué souhaite bonne année à toute la population. Voilà. Ça fait combien de jours là-bas? Après la boulangerie, quoi là-bas? Ça fait combien de jours là-bas? Après le cube tel souhaite bonne fête des femmes aux femmes du Cameroun. Ça, la fête du 8 mars passe. L'autre 8 mars vient encore retrouver. Donc ça veut dire que les gens la payent 3 000 chaque jour. Ou bien vous allez seulement échouer. Vous ne connaissez pas vraiment ce qu'il faut faire, vous ne connaissez pas votre travail. Nous sommes fatigués de voir ça. Une comme moi, non, Charles, quand moi je vois une banderole, je sais que tu joues à lire. Parce qu'on ne sait jamais. Ça peut être que le recrutement, et je passe. Non, je mettre une banderole de recrutement. Non, je suppose seulement. Ça peut être quelque chose qui peut être bénéfique dans ma vie. Je passe sans lire. Mais dès que je lève la tête et je lis, je vois obsèque depuis le 24 décembre. Voilà. Dis donc, enlevez ça. Mais il y a quand même une interrogation qu'il faudra avoir. Est-ce que dans la législation camerounaise, on est censé afficher les obsèques, c'est-à-dire mettre une banderole sur la voie publique, un boulevard? Je pense que les boulevards ne sont des lieux publics où on ne devrait qu'afficher ou placer des banderoles qui ont trait à un événement, à une activité régionale. Oui. Comment est-ce qu'on se retrouve à mettre la banderole sur un axe routier annonçant le décès d'un individu qui n'est même pas notable de nos communautés et qui est un parfait inconnu? Comment annoncer des anniversaires, même dans les quartiers? Je dis, vous voyez les différents quartiers, vous allez voir en place de banderoles. La responsabilité de la régie, c'est laquelle? La responsabilité de la communauté urbaine, c'est laquelle? La responsabilité des mairies, c'est laquelle? Parce que j'estime que chacun de ces acteurs devrait jouer pleinement son rôle. Et ces familles qui le font, qui oublient d'enlever, je crois qu'il devrait y avoir des sanctions qui devaient tomber pour ce type de personnes. Et justement, les sanctions, pour parler de celles-ci, elles sont prévues, Charles Armel. Sauf que dans le suivi, ce n'est pas malheureusement ce qu'on peut constater sur le terrain, d'où le tableau non moins inquiétant que nous pouvons vivre justement au quotidien. Bon, pour le relever encore tout à l'heure, on sait généralement comment ça se passe chez nous. Merci justement pour cette belle chronique, Charles Armel. Elle va nous permettre de prendre la réaction des téléspectateurs qui ont suivi, c'était l'introduction de ce programme, et puis qui suivent également au four et au moulin tout ce qui se dit ici, qui sollicitent participer. Meggy, nous avons quelques messages justement à délivrer. Oui, Didier Patrice, on a donc Willy de Mimboman qui nous dit ma femme, c'est ma femme partout, mais le travail ne doit pas s'appliquer partout au point de perturber mon foyer. C'est ça le principe de base, mais bon. Un beau principe, hein? Voilà, je pense qu'avec ce désordre fait avec les banderoles, les Camerounais lisent mieux et sont aussi informés. Mais tout cela, à quel prix? C'est le jeune Samuel depuis Nélène. Sauf que ce qui est affiché, c'est généralement les célébrations d'anniversaire ou les obsèques. Mais les obsèques. Voilà la bonne information. Bienvenue aux obsèques 2. On peut dire que la femme abuse de son pouvoir envers son mari. Elle doit faire la différence entre son lieu de travail et sa maison. Fallon Douamla qui nous écrit depuis la ville de Bamenda. Je me pose la question, lorsqu'une femme, celle qui est son président de la République, je ne sais pas comment elle se comporte à la maison. C'est pareil. Ah, d'accord. C'est pareil, c'est le mari qui doit repasser ses habits maintenant. Il y a une sagesse africaine qui dit la femme est la ceinture qui tient le pantalon de l'homme. C'est vraiment absurde qu'une femme qui se dit mariée se comporte ainsi. Dans aucun cas, la femme doit tenir tête à son mari, quel qu'en soit son niveau ou rang social. Raison pour laquelle lorsque la ceinture se coupe, il y a une ceinture de secours. Merci. Merci. Attention, les dames, le mari est le chef de la famille. Quelle erreur, la femme est obligée de se soumettre. Dîne depuis Tchang. Moi, je partage de cet avis. Elle a oublié ça lorsqu'elle s'est mariée, puisque je pense que le maire qui les a mariés, qui a célébré leur union, a peut-être manqué de relever cela. Peut-être avait manqué de relever ça. N'oubliez pas qu'il y a des gens
qui, lorsqu'ils n'ont pas d'argent, sont doux comme des agneaux, sont des chrétiens convertis, pratiquants, mais qui, lorsqu'ils découvrent la couleur d'un billet, la couleur violette d'un billet de 10 000, changent considérablement de tempérament et de température, pour dire que vous ne parviendrez plus à les contrôler. Alors je parie que c'est le cas de cette femme, parce elle jouit d'un bon poste qui a de bons avantages. La preuve, elle a un véhicule. Certainement, son mari va à pied, raison pour laquelle c'est son mari qui doit ouvrir le portail pour qu'elle puisse rentrer, parce qu'elle a un peu de revenus. Elle estime qu'elle devrait être un peu plus respectée. Mais je pense que là, c'est pratiquement forcer la respectabilité, le respect de son mari. À la fin, c'est plus l'amour. À la fin, ça devient un esclavage. Et rassurez-vous, lorsque l'esclave réussit à s'affranchir, on le contrôle plus. J'ai bien peur que votre posture suscite le courroux des féministes, hein, comme pour dire que on a l'impression que les femmes ne savent pas gérer le pouvoir, ou alors qu'elles en abusent très souvent. C'est une impression. Mais de manière générale, comme vous le dites, un bon box. C'est pas toutes les femmes qui sont dans ce cas-là. Je cherche à avoir une femme qui aujourd'hui travaille, son mari travaille, ils ont compte commun. Ici, pas en Europe. Parce qu'en Europe, je dis ici. Compte comment avec les partenaires comme vous. Je ne peux pas mélanger. Merci. On se sépare. Tu es l'enfant de l'autre, je suis l'enfant de l'autre. Non. Mais qui compte commun, jamais. Megui, la suite des messages, merci. Voilà. Cette femme a des problèmes d'éducation. Il n'y a pas du psychologique qu'il faille comprendre. J'ai des frères qui sont des militaires et des épouses en tenue. Ce comportement n'a jamais existé. En fait, la hiérarchie, c'est pour maintenir l'ordre et non pour chosifier, mépriser et dominer sur les autres. Cette femme n'a rien compris, elle est dans la confusion. Elle peut aussi le faire parce qu'elle veut pousser son mari à bout pour une éventuelle séparation, parce qu'elle a trouvé mieux selon elle. C'est Théodore Luc, depuis Douala. Aïch, merci. Nous allons y revenir, hein. Vos messages sont les bienvenus. Pour vous qui nous regardez, n'hésitez pas de faire un petit détour sur notre page Facebook également, 10-12 le Zénith, et nous laisser un petit message. Nous allons embrayer avec notre invité du vendredi, avec qui nous reviendrons sur l'appréciation que l'on pourrait faire notamment des résultats de l'office du baccalauréat, en parcourant également le climat qui prévaut au sein de la communauté éducative du Cameroun, vis-à-vis effectivement du système ou de la tutelle. Il nous fait l'honneur d'être là aujourd'hui, monsieur Ngueme Joseph. On va rappeler qu'il est enseignant syndicaliste, et avec lui nous abordons justement ce sujet ô combien sensible. Bienvenue, bonjour. Merci, merci d'être invité. Merci pour cet honneur-là. Sentez-vous chez vous, monsieur Ngueme? Généralement, on dit des enseignants qu'ils sont plutôt rigoureux. Moi, je ressens plutôt la vie chez vous, donc de l'humilité, de la simplicité, de l'ouverture. Je crois que c'est normalement l'un des caractères qui devrait être celui des enseignants. Cette humilité-là, la transmettre aux jeunes enfants qui nous sont confiés, pour que demain le Cameroun se porte davantage. D'accord, merci. Nous allons embrayer avec les sujets que nous avons sélectionnés sur le volet pendant la préparation de cette édition. Quelle analyse peut-on faire justement des résultats du baccalauréat dans le sous-système francophone? On sait que la publication des résultats est en cours déjà. Quelle lecture? Je crois que pour l'instant, je n'ai pas le pourcentage exact, mais je pense qu'il y a comme une amélioration. Amélioration, pas par rapport à notre note de 10 sur 20 que nous souhaitons, les moins bonnes, quoi, 10 sur 20, mais ici, il s'agit certainement des résultats qui vont dans le sens de peut-être 30% ou peut-être moins. Mais nous souhaitons avoir des résultats à plus de 75%, ce qui n'est pas possible depuis quelques années. Alors avant de permettre à Charles Armel, je voudrais justement la poser, parce qu'elle me brûle les lèvres. Certaines indiscrétions pensent que les résultats de cette année sont en faveur justement de l'apaisement social, parce qu'on le dit quand même, qu'il y a un taux de réussite qui est relativement élevé par rapport à l'édition précédente. Oui, en tant qu'enseignant, je ne dois pas mépriser les efforts que font les collègues. Il peut aussi arriver que les collègues aient mieux travaillé cette fois par rapport à la transmission. Mais si d'aventure c'est pour l'apaisement, je crois que
on devrait commencer à réfléchir par rapport à la rentrée prochaine. Alors, moi, je vais vous poser une question très simple. Nous avons eu l'époque de la colle avec l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Adamou Ndamjoya. Oui. Ça a réglementé la question de la tricherie, ça a réglementé la question de la fuite, ça a discipliné les élèves et nous avons eu de bonnes réussites, même si quelque part, ça a permis de démontrer le véritable niveau des élèves dans la zone du Noun qui n'ont pas pu avoir. Nous connaissons les zones. À quel moment on a commencé à parler du chiffre fort, 7 fort, 8 fort, c'est aux examens. Pourquoi cette appellation est faite par les enseignants? Oui, moi je vais revenir sur l'historique de la création de mon syndicat, ONEC, Organisation Nationale des Enseignants du Cameroun. Ce qui nous a motivés en 89, ce n'était pas des raisons pécuniaires, c'était l'éthique par rapport à la formation et à la certification. Donc nous, depuis ce temps-là, mes camarades et moi, nous continuons à nous battre pour que cet aspect de bonne formation de nos jeunes citoyens puisse être bien réalisé. Or, vous savez que depuis justement quelques années, il y a ce système d'harmonisation des notes qui, quelquefois, oblige les enseignants que nous sommes à admettre les 7 sur 20 pour pouvoir être délibérés. Ça, c'est des choses que nous autres, nous avons toujours condamnées. Et nous pourquoi vous commencez à 7 pourquoi commencez-vous à 7, professeur? Vous dites? Pourquoi vous commencez à 7? C'est pas moi. Pourtant, on se rappelle qu'en 1990, 1991, au sorti du multipartisme, avec les différentes guerres qui avaient embrassé, on avait commencé avec la note de 5,5 sur 20. Oui, mais je vous donne les dates précises. Oui, voilà, vous êtes bon, de toute façon, 7 déjà, c'est pas une bonne note. Hein. En appréciation, on appelle ça faible. Ce n'est même pas médiocre ou insuffisant, c'est donc faible. Bon, si on passe un examen aussi important que le bac, peut-être avec 7 ou même 7,5, parce que ça ne change rien. Hein. Un 7 fort, c'est 7,80. Ah, c'est ça un 7 fort. Bon, alors, un 7 fort. Bon, moi je crois qu'il faut qu'on revienne sur ces situations où on demande à nos enfants de mieux travailler pour mériter les diplômes qu'on leur donne. Donc je pense que l'actuel ministre que je connais, volontaire, par rapport à améliorer le système, je crois qu'il devra regarder de ce côté-là pour qu'il soit rigoureux et par rapport à ça et par rapport à nos autres enseignants. Mais de notre côté, nous on continue de demander que notre traitement aussi s'améliore pour que ce soit l'harmonie pour tout le monde. Parlant de votre traitement, nous allons certainement y revenir. J'ai envie de vous demander, avant que permettre à Megui de prendre la parole, où en est-on avec le GC? Il faut rappeler que vous êtes... je suis enseignant d'anglais. Voilà, tout à fait. Voilà. Oui, le GCI, certains collègues de mon lycée y sont allés, c'est-à-dire hors de Douala. Oui. Et je crois qu'ils y sont encore. Mais je crois que là où ils sont, il y a un qui est à Limbe, je crois, ou Boya. Il y a le board à Boya aussi. À Boya. Oui, à Boya. Bon, alors, je crois que ça se passe bien parce qu'il m'a promis que si d'aventure, parce que c'est un membre de mon syndicat aussi, que si d'aventure il y a un problème, quelle que soit la nature, il me le ferait savoir. Je crois que ça continue normalement, malgré le fait qu'on ait regretté tous ces cours manqués dans la plupart des établissements de ces 2 régions. D'accord, merci. Megui. Oui, moi je voudrais demander au monsieur, avec la publication des résultats du bac, on se rend compte qu'il y a, pour certains, que ça a été pratiquement donné. Comment ça se passe donc dans le système anglophone? Parce que dans le système francophone, certains estiment que ça a été pratiquement donné, vu la moyenne qui a été 8 forts, on parlait de 8 forts, 8, 7. 7 forts. Voilà. Bon, je ne peux pas encore dire par rapport à cette année, puisque je viens de vous dire que... Dans le système anglophone, généralement, c'est quelle moyenne qui est... on délibère à quelle moyenne? Honnêtement, ces dernières années, je n'ai pas été à ces examens. Mais je me dis que c'est un peu plus exigé que les 8 là. Oui, c'est un peu plus.
de ce côté-là. Et je dois vous dire une chose que nous l'avons remarqué dans les établissements dits bilingues. La section anglophone a toujours de meilleures notes que l'autre. Comment cela s'explique? Ben, cela peut s'expliquer par le fait que de ce côté-là, les cours sont continus. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le parent sait que malgré le paiement des frais exigibles que l'État demande, il y a des efforts supplémentaires à apporter pendant toute l'année. Et ça, c'est normal que les résultats puissent suivre. On a vu depuis quelques années aussi que du côté francophone, il y a des cours de remise à niveau. Mais au départ, les parents ne sont pas aussi imprégnés de l'importance de ces cours-là qu'au système anglophone qui, dès la base, tout le monde sait que ces cours existent. Donc je crois que dans les recherches que nous faisons quant à ramener les deux systèmes à un niveau meilleur pour tout le monde, je crois qu'il faudra qu'on en arrive là. Bon, d'autres pédagogues trouvent qu'il faut laisser les enfants se reposer, parce que les enfants anglophones très souvent rentrent un peu tard chez eux. Bon, alors ça fait que ils sont moins enclins à la vadrouille, à la faiblesse, quoi. D'accord. Bombok Bengal. Oui, moi je reviens, le professeur a parlé tout à l'heure de l'amélioration de leurs conditions aussi. Mais je vais poser une question à deux volets. D'abord, pourquoi c'est récurrent qu'en chaque fin d'année scolaire, les enseignants, vous bloquez quelquefois les corrections en disant il faut nous payer les trucs. Chaque fois, cette année encore, on a eu les éclats de voix. Vous semblez vouloir bloquer les frais de bac. D'abord, ça a commencé avec le CP. Avec le CP, en disant il faut corriger. Est-ce que l'argent qu'on donne lors de la constitution des dossiers ne va pas pour payer les enseignants pour vous qui allez corriger ces copies-là? Vraiment, c'est une situation que nous ne cesserons de déplorer, à savoir que au départ même, la composition des dossiers peut déjà payer tous les enseignants. C'est-à-dire que quand les frais de dossier sont obtenus, je ne sais pas comment les calculs se font là-bas à l'OBC et à la DEC, pour qu'à un moment donné, on commence à chercher l'argent pour payer les prestations des enseignants. En ce moment, par exemple, le bac est proclamé, les frais de correction ne sont pas payés. Ce n'est pas normal du tout. On va le décrier chaque fois qu'on le peut. Alors, à quoi servent justement les frais exigibles lors des inscriptions? Ça sert à quoi? Non, les frais exigibles, c'est à l'intérieur de l'établissement, ça a des pourcentages jusqu'à d'autres frais dits de solidarité. Oui. Et c'est avec le ministre Gallet qu'on a repris à payer les frais pour les enseignants malades, bon, ceux qui ont des problèmes d'yeux, ou c'est pas, le ministre Gallet depuis quelque temps le fait. Mais on a fait une vingtaine d'années à ne pas voir ça. Donc c'est à l'intérieur des établissements, il y a un pourcentage prélevé au niveau départemental et régional pour envoyer au ministère. Maintenant au niveau des examens, je parle plutôt des dossiers. La composition des dossiers, à un moment donné même, ça a augmenté sensiblement. Absolument. Bon, alors aujourd'hui, apparemment, on est revenu au système de caisse unique. C'est-à-dire que ce n'est plus l'office qui gère directement ces sommes-là. Et le ministre dernièrement disait que bon, cet argent est là et qu'il pense que ça va être... Peut-être qu'on a commencé à payer ailleurs, mais à Douala où je suis pas encore au courant. D'accord, mais maintenant vous avez parlé de l'amélioration de votre condition de vie, c'est ça le deuxième volet de ma question. Est-ce que le fait qu'on ait coupé les salaires de tous les fonctionnaires, les enseignants avec de l'ordre de 70% continue encore à vous affecter alors que vous ne vous êtes pas acclimaté depuis pour donner une bonne éducation à nos enfants? Là, bon, moi je crois qu'il faudra déjà revenir sur les banderoles. Il y a toujours des frais pour les autres. Bon, l'enseignant, lui, il attend son petit salaire du mois. Et bon, il essaie d'arrondir les fins du mois en donnant d'autres cours ailleurs au prix de sa santé même. Donc, je dis que notre condition a été
comment dirais-je, pire lorsqu'il y a eu ces coupes d'articles-là, comme tous les autres fonctionnaires. Mais, justement, je crois que chaque pays sait que l'école est le creuset de toute société. Donc, on devrait être épargné à un certain niveau. À un moment donné, on a eu de petites, comment dirais-je, de petits ajouts sur les primes qui, jusque-là même, ne correspondent pas à nos attentes. Donc, je continue à demander, au nom des jeunes collègues qui sont encore, parce que, voyez-vous, moi, je suis enseignant à la retraite aujourd'hui, mais je continue à plaider parce que je sais quelle est l'importance de l'éducation pour l'ensemble du pays. Donc, il faut que les enseignants aient de meilleures conditions de vie et de travail pour de meilleurs résultats, sans 7 ou 8. Oui, maintenant, comment réagissez-vous face à cet abandon de vos collègues qui sortent de l'école normale supérieure et qui restent 5 ans sans salaire, et maintenant l'autre volet où les gens ne courent plus dans le concours d'entrée aux ENIEJ? Voilà les deux questions. Mais ce n'est que logique. Comment les gens vont-ils courir quand ils savent que ils vont à l'abattoir? Ils vont ils vont à la police, comme j'en vois là, ils viennent chercher les documents pour les concours. Il y a très peu. On peut prévoir 600 postes d'enseignants pour un concours. Vous ne voyez pas 200 candidats pour y aller. Et donc, le métier n'est pas attrayant pour beaucoup de gens. D'accord. Or, pourtant, chaque parent aimerait avoir un enfant médecin ou ministre. Président de la République. Comment vous avez donc réagi? Comment votre syndicat, votre organisation a réagi face à vos collègues qui sont restés 5 ans sans salaire? Oui, nous avons réagi de façon tout à fait attendue, parce que nous, depuis, je vous l'ai dit, à la création, c'était d'abord ce genre de situation. Certains corps de métier, à la sortie de l'école, ont déjà leur numéro matricule. Pourquoi pas les enseignants? Il y a ce fait qu'on dise que non, ils sont nombreux. Mais si nous sommes nombreux, fermez les écoles, où est le problème? Non, il faut qu'on prenne l'éducation un peu plus au sérieux. Surtout ces jeunes gens qui embrassent un métier qui est assez difficile. 5 ans sans salaire, c'est pas normal. Donc nous souhaitons que ce genre de cas n'arrive plus. Mais justement, en même temps, comment on peut comprendre que effectivement ce sorti puisse passer 5 bonnes années sans salaire? Comment vous... Moi-même, je suis un peu surpris qu'il soit resté là à ne pas venir vers les aînés que nous sommes pour pouvoir ensemble porter leur activité. Oui, tout à fait. Donc, je crois que ça ne pourra plus arriver maintenant qu'il... Nous l'espérons en tout cas. Aribel a également une question pour vous. Oui. Oui, bonjour le père. Bonjour maman. Chaque année, j'entends parler l'eau. Il y a l'eau à l'examen. L'eau là sort d'où? Qui donne l'eau là aux enfants? Moi, je veux savoir ça. Je crois qu'il n'y en a pas eu cette fois. Mais bon, quand même. Oui, non, c'est de la désinvolture dans la gestion des responsabilités. Vous savez, un examen, ça se gère par étapes. Ça devait être souvent au niveau de la publication, pas la publication, je voudrais dire de la conception des épreuves et de leur multiplication. Ça devait seulement être à ce niveau-là parce que on ne voit pas comment une épreuve d'anglais ou de français peut se retrouver déjà au nord alors que tout se fait à Yaoundé. Alors qu'on sait qu'à ce niveau, qui était sur une machine par rapport à ce genre de responsable. Alors, moi j'aimerais un peu savoir quelles sont les différentes pressions, parce que nous avons discuté avec des enseignants et certains enseignants nous ont fait comprendre qu'il y avait des pressions qu'ils subissaient lors des délibérations. Les pressions viennent d'où? Pourquoi ces pressions sont-elles plus politiques que réalistes? Parce que quand je dis réaliste, c'est donner le véritable niveau pour appeler à une réflexion. Je crois qu'on revient là à la case départ, à savoir que le niveau est bas depuis plusieurs années maintenant. Les pressions ne peuvent être là que par rapport au fait qu'on puisse délibérer regardant les livrets scolaires où les moyennes sont ce qu'elles sont. Et qu'on vous dise que bon voilà, si au bac l'enfant a 7,80, c'est-à-dire un 7 fort ou 8,
Alors ceux-là, on peut délibérer en allant voir dans les livrets ce qu'ils ont fait pendant l'année scolaire. Est-ce que il y a des collègues qui sont réticents, qui n'acceptent pas que ça se passe comme ça. Moi, je crois que c'est à ce niveau, au niveau des délibérations, qu'il y a comme des pressions. Donc, il n'y a aucun coup de fil qui peut intervenir d'une quelconque structure pour dire que cette année nous voulons des résultats, par exemple, quel que soit, on veut avoir quand même un fort, battez-vous pour qu'on ait 60 ou 80%. Est-ce que vous pensez pas? Peut-être parce que moi, on me connaît, on ne peut pas m'appeler pour ce genre de choses, mais je pense que si c'est possible qu'on puisse appeler un responsable de centre d'examen ou chargé de mission, parce que c'est à ce niveau-là que les décisions se prennent. Mais un correcteur qui a le barème de correction ne doit donner à l'enfant que la note méritée. Alors, quelle est la conséquence au finish? Mais au finish, la conséquence pour ces différents, depuis presque 15 ans, c'est des bacs mention 5,5, des bacs mention 7, mention 8. Alors dites-moi, quelle est la conséquence pour une nation la conséquence, elle s'est révélée depuis quelques années que les nôtres, quand ils vont à l'extérieur, la plupart, très tôt, révèlent leur niveau bas par rapport à la compétitivité qui est internationale, tout à fait. Par contre, il y a aussi d'autres dont les nouvelles nous ont parvenues, que ça se passait bien et que, bon, on félicitait plutôt les formateurs. Donc moi, je me dis qu'il vaut mieux ne pas avoir ce genre de situation à gérer. Il faut laisser les enfants, il faut donner les mêmes possibilités aux enfants d'évoluer sans pression particulière côté enseignant. D'accord. Depuis un temps, vous avez parlé de ce qu'on appelle l'approche par compétence. Qu'est-ce que c'est? Où en êtes-vous? Approche par compétence. Décidément. Oui, approche par compétence, c'est une nouvelle approche dans la pédagogie que je ne peux pas dérouler ici compte tenu du temps. Mais bon, on a aussi d'autres approches avant, c'est-à-dire les approches de grande masse, de grands effectifs dans les salles de classe. Il faut absolument maîtriser tout le monde, alors c'est même impossible. Moi, je crains que même cette approche-là ne puisse pas donner les résultats escomptés. Allez, merci. Monsieur, oui, d'accord, Iben. Le père, vous avez dit qu'on a on va sortir du sujet. Oui, vous dites qu'on a pris combien au bac? Combien? La moyenne? Bon, moi, j'ai appris de vous que c'était 8 sur 20 parce que je n'ai pas été aux délibérations. Merci pour l'information. Il y a une femme au quartier que ses enfants ne fréquentent plus, non? Et d'autres femmes jubilaient que leurs enfants ont eu le bac. Elle dit que la crise anglophone a fait, on a même partagé ça. On donnait même 5 parce qu'on va apaiser les cœurs des gens. J'espère qu'elle a compris. C'est 8. C'est pas le qui veut. C'est le qui veut. Monsieur Nguembe José, vous êtes notre invité. Avec vous, nous abordons justement cette question de la condition de l'enseignant au Cameroun et même des petits revers du système éducatif camerounais. J'ai envie, avant de sortir justement de ces échanges avec vous, vous demander justement quelle perspective pour ce qui est de l'année prochaine, 2017-2018. Au-delà des revendications que vous avez formulées dans le cadre de votre mouvement syndical, on se souvient d'ailleurs que vous venez d'adresser une correspondance au Premier ministre, correspondance dans laquelle vous n'êtes pas allé de même ordre pour signifier quand même le petit désarroi qu'il y a au sein de la communauté. Quelle perspective? Comment peut-on entrevoir l'année prochaine? Oui, justement, les syndicats d'éducation côté francophone se sont réunis à Yaoundé récemment, je crois que c'était autour du 3 juillet, où nous avions tous constaté que le problème de ce secteur-là, cette section anglophone, n'est pas totalement résolu, parce que nous craignons qu'à la rentrée, que la même rengaine soit là, qu'on court par-ci, par-là pour essayer de voir ce qui est possible de faire. Donc nous proposons au gouvernement de reprendre ces réunions qu'on faisait pour essayer de voir comment s'en sortir, pour que nos camarades anglophones de l'autre côté participent à la réflexion et que, bon, tel que nous l'avons appris, je crois qu'au niveau du barreau, je crois qu'il y a quelque chose qui a été fait, à savoir que les anglophones seront aussi formés avec le common law à l'école de magistrature à Yaoundé, ce qui est une bonne nouvelle. Mais je dis que par rapport à l'école, nous on est plutôt inquiets par rapport à une rentrée dans la cacophonie où les gens reviennent sur ce qu'on a vécu ici pendant 3 ou 4 mois.
nous proposons donc au gouvernement d'appeler tout le monde, notamment nous les syndicats, parce qu'on le faisait déjà au ministère de l'Enseignement supérieur, et avec les syndicats anglophones, parce qu'eux, ils n'étaient pas avec nous à Yaoundé dernièrement, ils nous ont donné des raisons de calendrier. Oui. Donc, et c'est aussi l'occasion pour nous de dire à nos camarades que nous avons toujours été de cœur avec eux et qu'aujourd'hui nous pensons qu'il faut qu'ils reviennent vers nous pour qu'ensemble on puisse voir avec le gouvernement, lequel nous appelons aussi à cette même table-là pour qu'une rentrée scolaire soit apaisée dans les deux régions, sinon à travers tout le pays. Il y a quand même de quoi espérer que l'année prochaine soit une année académique qui sera justement entamée dans la sérénité la plus absolue. Oui, les derniers contacts avec les collègues, je crois qu'ils sont tout à fait disposés à faire de leur mieux pour que ce qui s'est passé ne revienne pas. Mais j'aimerais que cela se fasse dans un cadre un peu élaboré, en rencontrant la hiérarchie en tant que syndicalistes que nous sommes. Merci infiniment d'être venu sur ce plateau échanger avec nous. De toutes les façons, nous suivons votre actualité et toutes les actions qui sont entreprises. Vivement également que les résolutions au sortir de vos différents travaux puissent prendre justement le chemin qui nous conduise vers des lendemains bien meilleurs du secteur de l'éducation au Cameroun. Je vais rappeler que vous êtes secrétaire exécutif national de l'Organisation nationale des enseignants du Cameroun. Merci infiniment de nous avoir rendu visite. Merci de m'avoir invité. Allez, bon retour également. Alors, Charles Armel, l'avenir est plutôt radieux de toutes les façons. L'avenir n'est radieux que pour ceux qui viennent d'obtenir leur examen et l'avenir sombre pour tous ceux-là qui vont décider de continuer à l'université, dont les issues semblent être bouchées en ce moment. Attendons voir tout simplement. Moi, j'aurais souhaité véritablement que lorsqu'on revient au principe de rétrogradation qui avait été appliqué à l'époque, même si vous êtes au niveau de l'université, on se rend compte que vous n'avez pas les compétences, on vous rétrograde. Même si vous avez, on vous laisse à votre diplôme, on vous rétrograde. Merci, allez, nous allons observer une petite pause et après nous serons revenus pour la seconde partie de cette production du vendredi. Allez, merci de nous retrouver pour la seconde partie de cette production du vendredi. Meggy va nous délivrer quelques messages reçus. Merci Didier Patrice. Donc on nous dit ici que nos systèmes éducatifs, notre système éducatif est malade à cause des comportements de certains professeurs. Ils ne sont pas non plus responsables de tout, à notre ami téléspectateur. C'est vrai que les responsabilités, oui, responsables de tout, disais-je. Ce qui entre par l'esprit sort par le muscle. Vous ne pouvez pas avoir quelqu'un qui est en phase critique. Vous lui demandez qu'il vient donner cours. Quel type de... Il va dispenser quelle qualité de cours. S'il n'a pas la psychologie, s'il n'a pas le moral. Je pense qu'aujourd'hui, quand on parle de dispenser des cours, il y a d'abord la tenue vestimentaire de l'enseignant, il y a la façon avec laquelle il aborde le sujet, les petites blagues qu'il met d'un pour intéresser les élèves. C'est tout un tout. Mais est-ce que vous voyez aujourd'hui des enseignants qui sont avachis? Vous voyez un enseignant qui a 35 ans, mais il ressemble à un monsieur de 80 ans parce qu'il est dans un travail fou. Il doit faire le chant, il doit faire... Si arrivé à l'école, il s'assied. Lecture, prenez les pages, chapitre, temps. On dit, monsieur, vous avez oublié la virgule. Ah oui, virgule. Parce que tous connaissent, les redoublants connaissent la même... Non, il faut que ça change. Et il n'y a que ça. Si et seulement si ça change, vous allez vous rendre compte. Regardez le système universitaire. Combien de jeunes aujourd'hui ont la faculté? Ils sont nombreux qu'on recrute dans les différentes structures. Mais pour quel type de niveau? C'est ça, tuer une nation. Tuer son éducation. Il faut ton salaire de l'ordre de 70%. Le bailleur, tu ne sais pas s'il va te chasser l'après-midi. Les enfants, même tes propres enseignants n'est pas en mesure de payer la scolarité de ses propres enfants alors qu'il est enseignant. Mais attendez, l'État nous a mis dans une situation terrible. C'est encore Meggy qui nous rappelait hier que le concours des ENIES ne court plus. Les gens l'abandonnent pratiquement. Tout à fait. Allez, la situation est... loin d'être réluisante de toutes les façons. L'urgence, elle est là, elle est patente. Donc, du coup, il est peut-être nécessaire qu'il y ait une véritable volonté politique pour davantage considérer
Et oui, situation très désastreuse pour les enseignants. Et à cet effet, on a Evelyne Biaqueux qui nous écrit comment expliquez-vous qu'un professeur d'État enseigne 7 ans sans être payé? Il se nourrit comment? Bref, comment il vit pour pouvoir dispenser des cours? Absolument. Voilà même qu'ils ont corrigé. Avec tout ce mal, ils ont corrigé. On a alors payé. On paye même les frais de composition de dossiers avant fin décembre. Avant fin décembre. Donc avant fin décembre. Et on leur dit, ils sont en train de corriger les examens. On leur dit, il n'y a pas l'argent. Pourtant, ils ont développé un système où vous appelez un numéro, vous déboursez 500 francs, je pense bien, pour avoir votre résultat. Hein? Cet argent-là va où? C'est reversé dans quel compte? L'enseignant nous rappelait tout à l'heure que les frais de constitution des différents dossiers, cette somme-là est suffisamment capable de résolver aux préoccupations des enseignants. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Au niveau de la répartition, peut-être qu'il y a d'autres problèmes que nous allons certainement découvrir. La suite des messages avec vous. Oui, pour ce qui est de la colère de Charles Armel, on nous dit ici que les banderoles et autres, c'est le prototype même de l'image du Cameroun où chacun qui a du courage fait comme il veut et c'est cela le vrai sous-développement. Non mais ils doivent savoir qu'il y a des axes prioritaires. Les boulevards, les avenues publiques, on ne met pas n'importe quoi sur les axes publics. On ne met pas n'importe quoi. Qui connaît M. Ndomé? Qui connaît M. Abanda? Qui connaît tous ces différents individus dont on place? Bienvenue aux funérailles de... Parfois, vous vous rendez compte que c'est à titre indicatif. On commence à mettre école publique. On met à Pont Bonabassem. On met à sortir Bonamoussadi. On dit aux gens, suis seulement les banderoles. Tu vas arriver au lieu du deuil. Dès que tu vas à la banderole, tu es au lieu du deuil. Mais il y a une régie, Et surtout, il y a une institution gouvernementale qui coordonne ça. Qui est supposée contrôler cela. Mais malheureusement, ce que nous vivons sur le terrain est loin de garantir, en tout cas, c'est... Au Carrefour Rome, pour un jour, j'ai vu placer une banderole. Bienvenue au mariage où Esther et Joël, vous souhaitent la bienvenue à la cérémonie de leur union devant Dieu et devant les hommes. Mais ils ont payé, tu ne veux pas qu'ils appuient comment? C'est un grand business. Avançons avec les messages, ma chère Meggy. Franklin Notenio depuis Ndokbon, il est des banderoles qui ne doivent même pas être accrochées parce que soit ne respectent pas les normes, soit n'intéressent aucunement la population environnante. Voilà. Mais comme nous voulons nous faire de l'argent, ça devient de la merde. Ah oui, absolument. Ah oui. Au-delà, effectivement, Charles Armel, de ces banderoles, il y a également la conception même des textes qui sont accolés. Donc voilà, on a l'impression que... Bienvenue à la cérémonie de cassation de la caisse scolaire. Voilà. Donc, bienvenue à la cérémonie de cassation de la caisse scolaire. Je sais que caisse scolaire, c'est quoi? Si ça affiché là, vous passez. Incroyable. On se demande, est-ce qu'on est véritablement dans une république? Je ne sais pas si on donne la possibilité aux délégués de la communauté urbaine de nous balader dans sa ville. C'est-à-dire qu'on le met dans un véhicule, il est assis. On roule, arrivé ici, on enlève le ballon, on dit on est dans quel quartier. Je ne suis pas sûr qu'il va connaître. Je ne suis pas sûr qu'il va connaître. Parce qu'il y a des réalités que les gens vivent. Vous vous demandez, mais nous sommes où? Nous sommes où? Regardez les histoires de photographes ambulants. Regardez comment ils dénaturent pratiquement toute l'architecture de certains quartiers. Parce qu'il faut mettre des banderoles, il faut mettre ceci, il faut mettre cela. Désormais, filmez-vous ici. L'école au Cameroun est à améliorer à cause du gouvernement qui ne joue pas son rôle, les professeurs pas qualifiés et étudiants qui ne veulent plus travailler et ceux qui ont les mérites passent par droit de mauvaises pratiques. Bon. Il ne faut pas oublier que ces enseignants souffrent entre les mains des parents. Parce qu'un parent qui a son jeton, il vient d'abord te vectorise. Je veux pas que mon enfant s'y est trop malade, donc il ne faut même pas trop le gronder. Mon enfant, si est comme ça là, il est d'abord là, on ne le paye même pas. Tu viens encore, tu le frustres. Que ton enfant c'est quoi? Si tu aimes bien ton enfant, reste à la maison avec lui. Il est là pour former ton enfant. Tu viens encore, tu le frustres. Il n'a rien à manger. Ton enfant mange des shawarma chaque jour. Je vais interroger sur une affaire ici. Les responsables de l'établissement ont failli m'arracher les oreilles. L'APE c'est à quoi dans un collège d'enseignement privé qui a 2000 élèves. Il prélève à chaque parent pour ces 2000 élèves environ 20 à 25 000. Multiplier 20 à 25 000 par 2000 élèves, ça fait combien? Pour qu'on se retrouve avec des enseignants qui sont payés 700 francs l'heure.
Non, mais il y a Sans oublier que la pension est plus de 60 000. Plus de 60, voilà, 60 000. Et que chaque enfant est tenu de venir avec une rame de papier, une boîte de craie, une boîte de bic bleu et une boîte de bic rouge. On dit l'enfant va étudier tout au long de l'année, vous nous laissez. Les enfants payent le trou, les bics, c'est nous qui allons remettre les stylos à l'enfant. À la fin, vous vous rendez compte que la femme du principal, la femme du fondateur, n'est pas, elle est quelque part entre les secs et si cacao. Elle a ouvert une boutique de secrétariat où elle vend les rames de papier. Charles, si tu sais qu'ici à côté, on paye l'APE à 20 000. On paye l'APE à 20 000. L'année passée, c'était une femme qui était proviseure, non? Son mari était le président de l'APE. Son mari était le président, l'argent qu'allait en famille. Ils ont bien, je dis 20 000 APE. Toi, tu dis 2 000. Je dis, ici à côté, c'est 20 000. Imagine un peu, on a 6 sixièmes. 6 sixièmes et 100 élèves par sixième. Ali, c'est la preuve que le système éducatif camerounais se porte très mal. C'est autant de faits qui déteignent dans la zone Nenyala. Dans la zone Nenyala, Didier Patrice, dans la zone Nenyala, dans la zone de Douala 3e, il y a eu les dernières pluies avant que les enfants allaient à congé, avant d'enlever les toitures. On a exigé à chaque enfant de venir avec une tôle. À chaque enfant du bâtiment de venir avec une tôle, parce que le bâtiment avait été détérioré. Ça avait été signé par le délégué départemental. Était-ce lui ou pas lui, on a vu la signature. Chaque enfant est venu. Imaginez que vous avez dans un seul bâtiment de 3 classes, vous avez 100 dans chaque classe, ça fait 300 élèves. Ça fait combien de tôles? Ce monsieur, certainement, est en train d'achever sa construction quelque part. Allez, progressons avec Megui. De Yaoundé, lorsque le chef de famille devient la femme et non l'homme, tenez-vous tranquille, le mariage ne doit plus durer, car même au lit, la femme donnera des ordres. Absolument. Mais s'il est mou, on manipule, il y a quoi? C'est donné à n'importe quelle femme d'avoir un mari mou. Ah, c'est pas donné. Quand tu attrapes ta part qui est mou, appuie. Moi, je plains les gens qui pensent qu'ils sont les chefs de famille. Moi, j'ai toujours... L'homme n'a jamais commandé. C'est la femme qui a toujours commandé. Bon, nous, on subit. Voilà. C'est ce que vous dites. Voilà. C'est ce que vous dites. La politique a fragilisé le système éducatif gratis puisque les fils de ces grosses légumes étudient tous à l'étranger. C'est dommage. Alors, il y en a aussi qui sont de gros cancres. Merci, des fumeurs de chambre, je précise, des fêtards inconditionnels. Et à ceux qui ils sont là que pour démontrer que leur papa a l'argent au pays. Ils sont fichés au niveau du FBI. On les connaît. Même ici dans la ville de Douala, on les connaît. Les fils de ces anciens régimes, peut-être aujourd'hui décédés et tout, on les voit vivre. Les gars qui dans les salles de jeu, les casinos, dépensent en une seule soirée 6 millions de francs CFA au coquin. Attention à ne pas, j'ai bien peur que ce sujet, ou du moins ces différents sujets que nous développons ici, puissent susciter une autre colère de Charles Armel. Parce que... Non, mais entre nous. Merci Megui. On poursuit. Oui, à la fonte de PK8, l'enseignement ne donne plus envie de nos jours au Cameroun. C'est comme un sacrilège. Sacrilège. C'est vrai ça? C'est un travail de sacerdoce, effectivement. On y va. Si quelqu'un s'y lance maintenant, c'est vraiment qu'il est un enseignant par vocation. Parce qu'il a dit, j'ai décidé d'être enseignant, je vais enseigner. Quel que soit... Nous avons écouté les avis des uns et des autres. Il est temps pour nous de passer à la prochaine articulation de cette production qui consiste effectivement à prendre l'avis d'un Camerounais dans la rue qui va évoquer un sujet important. D'autres messages encore, on en a sur les réseaux sociaux. D'accord, avant de prendre effectivement cette réaction, on va aller faire le petit détour des réseaux sociaux avec Megui qui nous a fait le tri carrément de quelques sujets. Merci Didier Patrice. Donc pour la revue des réseaux sociaux, on a pu... capter comme ça 2 actualités. La première, il s'agit donc de la résolution de la Confédération africaine de football du 20 juillet à Rabat, c'était au Maroc. Donc l'atelier 1 qui consistait à parler de la Coupe d'Afrique des Nations et du cahier de charges. Il en ressort donc que l'on assistera désormais à un passage de 16 pays à 24 pays pour ce qui est de cette compétition-là, et ceci sera déjà applicable dès la CAN 2019, il semble. Donc, c'est une nouvelle qui a été accueillie sur la toile avec beaucoup d'inquiétudes de la part des Camerounais spécialement, parce que quand on voit aujourd'hui ce passage de 16 pays à 24 pays, ça veut dire par ricochet que l'on devra avoir 6 stades au lieu de 4 stades, et cette CAN devra se jouer dans 6 villes de notre pays. Quand on sait déjà les inquiétudes qui étaient suscitées
par cette CAN au Cameroun très récemment. Cette nouvelle qui vient encore compliquer les choses parce qu'il faudrait des stades supplémentaires en principe. On se dit quand même qu'il y a une lueur d'espoir car désormais les CAN ne se joueront plus en janvier et ils ont décalé donc pour les mois de juin à juillet. Donc ça nous donne 6 mois supplémentaires. 6 mois supplémentaires, oui, ça, on pourrait dire que c'est une bonne chose. Mais ici, je pense que là, ça pourrait nous donner plutôt un tapis rouge. Là, il faudrait seulement que le Camerounais, les autorités camerounaises soient, je dirais, vigoureuses maintenant. Parce que là, ils ont le droit de saisir le tribunal arbitral de sport. On n'échange pas les règles du jeu au cours du jeu. On ne les change pas. Oui, ça, c'est depuis 4 ans. Je pense, 4 ou 5 ans, qu'on nous a donné l'attribution, qu'on nous a donné l'organisation de cette candidature avec un cahier des charges bien déterminé. Maintenant où on est pratiquement à quelques mois, un an quelques, on vient changer les règles du jeu. Je dis, première chose, le Cameroun ne devrait pas accepter cela. Mombo Bengan, il n'y aura pas un problème d'adaptation? Est-ce que les différents États qui constituent effectivement cette communauté sportive ou footballistique n'auront pas besoin d'un petit moment pour carrément s'arrimer à cette nouvelle programmation? Non, mais justement, ils disent non. Parce qu'en réalité, c'est le comité exécutif qui va proposer ça. C'est aujourd'hui que l'Assemblée générale de la CAF va adopter ces textes-là. Parce que généralement, ces textes sont généralement adoptés. Mais effectivement, ça cause de problème. Mais ce qu'on peut apprécier, c'est qu'on veut harmoniser le calendrier de championnat, je veux dire des championnats européens. À la Coupe d'Afrique des Nations, à celui de la Coupe d'Afrique des Nations, pour laisser la possibilité à nos joueurs africains de ne plus avoir le choix entre leur club et leur sélection. C'est une bonne chose. Mais l'autre chose qui se complique, c'est que nous, en Afrique, à cette période, c'est la saison des pluies. Et les nouvelles dispositions voudraient que les stades soient couverts. Les stades soient couverts. On va couvrir les stades avec quels moyens? Et on voudrait que le Cameroun en fasse un test expérimental. On commence par nous. Non, c'est là où j'ai dit qu'on peut en profiter. Il faudrait qu'on voit le pouvoir public soutenir les présidents de la fédération maintenant pour porter plainte à la CAF, contre la CAF au tribunal arbitral de sport, qui nous amène à changer les règles du jeu au cours de la compétition. Ça ne se fait pas. C'est une qu'on dise que lors de la CAN 2021, bon, d'accord, là, ça peut se comprendre. Allez. Mais pas pour... Le second sujet, Mehdi, il y en a encore. Peut-être Charles Armel. Non, je voulais dire que dans Mehdi, que les gens là, vous faites tout et tout pour récupérer la CAN au Cameroun. Vous mentez. Comment se fait-il que vous dites au Cameroun que vous allez organiser la CAN en 2019 avec 16? Maintenant, vous avez tout fait, vous croyez qu'on ne veut pas avoir les stades. Quand notre ministre sort, il dit que c'est confirmé, on va jouer. Maintenant, vous venez que 24 nations. Vous mentez. Nous, on a les preuves, on a la police, on va vous porter plainte. Ne vous trompez pas. On va vous porter plainte. Si c'est pour là, non, le président ne peut plus garder du monde. Donc, il a tout. La police. Je sais que Ahmad a voulu poser sa touche. Régler le code à ça. Il a voulu le faire. C'est de bonne guerre. C'est de très bonne guerre. Parce que, rappelons-nous, pendant la préparation des élections, qu'est-ce que son pays, Madagascar, n'a pas subi? Son pays a subi. On a retiré même une coupe qui devait se faire. On a retiré parce qu'on voulait faire des pressions. Il a tenu fort avec son petit clan. Aujourd'hui, le voilà installé. Ça, c'est sa touche. Qu'est-ce que l'argent, les premiers fonds qui ont été débloqués pour la préparation de la CAN, qu'est-ce qu'on en a fait? Est-ce qu'un jour on a déclaré que voilà, le Cameroun a perçu, en vue de la préparation de la CAN, le Cameroun a perçu X ou Y, avec cet argent nous allons commencer à réaliser, en attendant l'appui spécial du chef de l'État ou du ministère des Sports qui viendra accompagner? Jamais. Et s'il n'y a pas de comité d'organisation, j'en viens à cela pour vous dire qu'aujourd'hui c'est une nébuleuse. Qui organise quoi? Est-ce que c'est le même comité qui a organisé la CAN qu'on est en train de reproduire petit à petit? Il n'y a rien qui soit en vue. Au moins, il y a la certitude qu'une communication sera entamée autour, effectivement, de cette organisation. La communication déjà des Lions, où on a vu le chef de l'État devant, les Lions derrière, alors que c'était une compétition féminine. Non, il faut qu'on repense. Il faut qu'on repense. Et je pense que c'est l'occasion, il faut qu'on mette tout. Le Cameroun est un État où on parle bien.
C'est un État où tout le monde allait à l'école, c'est un État où tout le monde a des diplômes, mais c'est l'État où on communique le moins. Comment vous pouvez expliquer cela? On communique le moins. Les Camerounais ne se renseignent que sur les titres, comme on les appelle. Non, il faut aller au fond. Lorsque vous essayez d'aller au fond, on cherche à tailler les têtes. Donc j'estime qu'Amad a joué sa carte. Voici une carte, il dit, voilà, il le faut, parce qu'il faut mettre pression. Est-ce que quelque part, lui aussi n'est pas en train de jouer un jeu avec les Marocains? Est-ce qu'il n'est pas en train de jouer un autre jeu avec d'autres... oui, qui sollicite officiellement déclaré. Non, mais s'il fait, on annonce sa visite au Cameroun au mois de septembre. Voilà. Si c'est ça le jeu, il est donc en droit, la CAF est donc en droit de nous payer. Parce que si on nous retire l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 pour ce fait-là, parce que le Cameroun ne serait pas prêt, parce qu'on porte les stades de 4 à 6 et qu'on multiplie les villes, à ce moment-là, ça va nous profiter. Puisque là, on aura raison. Je suis sûr qu'ils vont aller sur l'état d'avancement des travaux. À partir de là, je suis sûr que c'est à ce niveau qu'ils vont... Non, ils vont dire, par exemple, même à 4. Même à 4 vous ne pouvez pas être prêt à 6. Écoutez, le ministre est sorti et le ministre rassure. Donc tout le monde semble être d'avis que... rien ne pourra empêcher au Cameroun. Non, là maintenant, moi je soutiens le gouvernement. Voilà, il faut absolument. De toutes les façons, on met la pression sur l'Italie. Sur l'Italie. Bon, encore que c'est un autre sujet qui va certainement nous intéresser dans les jours à venir. Bon, pour sortir de ce sujet-là également, nous savons effectivement que le Cameroun est sujet à beaucoup de turpitudes depuis quelques semaines autour de l'organisation de cette CAN et des infrastructures qui sont inexistantes carrément. Maintenant, avec cette décision du comité exécutif de la CAF, est-ce que cela n'est pas non plus une sorte de poids sur le dos du Cameroun? Absolument, c'est un poids énorme. C'est un poids énorme. C'est pour cette raison que j'ai dit, bon, espérons que l'Assemblée générale de la CAF qui se tient aujourd'hui pour valider ces orientations, ces résolutions du comité exécutif, premièrement qu'on puisse les reporter pour au moins 2021, pour 2021. Mais si on pense que c'est pour 2019, alors là c'est un poids énorme, énorme effectivement. Et là moi je dis, puisqu'on ne peut pas, on va donc profiter des turpitudes de la CAF. Pour saisir le tribunal arbitral du sport, absolument. Et on saisit la FIFA, on saisit le tribunal arbitral du sport pour demander que non. Attendez, vous pouvez être au cours d'un match et on change les règles du jeu, comment? On ne peut pas, ce n'est pas possible. Allez, merci à tous. Merci Megui pour ces informations tirées sur la toile. Nous avons encore un sujet. Voilà, justement, le deuxième sujet. Qui se souvient de Thierry Atangana? Le français. Oui. Oui, je le connais. Michel. Voilà, donc il y a une information sur Thierry Atangana qui fait le buzz sur la toile. Ce sont donc les déclarations de Madame Nicole Etoundi, son épouse, qui dit « Monsieur Thierry Atangana se dit persécuté par l'État camerounais alors qu'il avait un traitement de faveur au CED qui lui a permis de faire 11 enfants de mères différentes. » Donc, on se rappelle de Thierry Atangana qui a été emprisonné pendant 17 longues années au secrétariat d'État à la Défense, voilà, dans les locaux du CED, au motif d'avoir soutenu un opposant au gouvernement camerounais, la personne de Titus Edzoa. Donc, son épouse est sortie de sa réserve en déclarant dans ce journal-là, vous avez la coupure de presse, en déclarant que justement, pour un prisonnier, il était plutôt bien traité car pendant sa détention, il a fait 11 enfants avec 11 mères différentes. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui aurait motivé ma première curiosité, c'est quand, lorsqu'on arrête Thierry Atangana en 1997, on n'a jamais entendu son épouse parler. Les autres, là, on entend au moins des épouses qui font des petites sorties, on ne l'a jamais entendu parler. D'où vient-elle aujourd'hui? Pourquoi? Elle a abandonné son mari. Non, elle a dit qu'à l'époque, elle était étudiante. À l'époque, elle n'avait pas de revenus. Elle est rentrée ici pour essayer de soutenir son mari jusqu'à ce qu'elle ne découvre. Parce qu'elle dit, comme vous voyez, ce n'est pas comme si on est venu en tant que Madame Atangana, vous avez imaginé comment vous avez traversé, que non. Elle dit ici que ce monsieur qui est en train de dire X ou Y, c'est quelqu'un qui jouissait des faveurs de... On se rappelle plusieurs sorties avaient dit de lui qu'il ne voyait pas, la lumière était strictement réduite, il était dans un lieu exécutif. Je le dis d'après cette déclaration, qu'aujourd'hui elle nous disait qu'il a fait 11 enfants, parmi lesquels avec ses nièces.
Oui, Des mères différentes. des mères différentes. Et dans les filles, les familles, les mères d'enfants, il y a ces nièces, enfants de ces frères. Donc, encore faut-il prouver justement la véracité. Non, on s'arrête à cette déclaration. C'est une déclaration. Ce n'est pas nous qui déclarons. C'est cette déclaration qui a enflammé. Je pense qu'à l'heure actuelle, nous sommes dans les 700 et poussières de commentaires. J'ai pris la peine moi-même de parcourir cela et dire, une femme qui se lève aujourd'hui pour dire, décrire un ensemble de choses, n'était-ce pas quelque peu véridique quelque part? Bon, mais là où j'ai tiqué, je m'attendais à ce qu'elle porte justement le nom de Madame Atangana. Mais là, on a présenté Nicole et Toundi. C'est là où j'ai mis un point d'interrogation. Voilà, elle sait. Nicole et Toundi épouse. Attends, d'accord, mais elle, on sait aussi qu'Atangana avait des enfants avant d'aller en prison. Il y en a un qui a 18 ans quand il est sorti. Parce que quand on l'arrête, cet enfant-là qui est métis, français, avait un an et quelques mois. Quand son papa sort de prison, il a 18 ans. Ça veut dire qu'il avait des enfants avant. Est-ce que c'est la même femme qui avait fait l'enfant avec Atangana? Si donc il a épousé Michel Thierry Atangana après, qu'elle nous dise réellement si elle est dans un mariage polygamique ou pas. Puisqu'on savait que Thierry Atangana avait une épouse. Voilà, non, c'est elle-même. Je réitère ma curiosité. Je pense qu'elle gagnerait à aller plus loin parce que franchement, à mon sens, elle n'avait pas besoin de... Encore que, qu'est-ce qui motive en fait cette sortie? Peut-être qu'elle voudrait réactualiser soit... Là, je vous accuse. Je prends son parti. C'est une femme frustrée. C'est une femme frustrée qui demande à ce qu'il y ait une réparation. Voilà. Parce que lorsqu'on écoute quand même ce qu'elle on lit, on parcourt ce qu'elle dit, si même il y a des intentions des personnes véreuses tapis dans l'ombre qui souhaiteraient instrumentaliser, au fond quand même on sent une femme qui a vécu le martyr, on sent une femme qui a... Pour elle dit... On pense qu'elle a vécu le martyr. Moi je ne l'ai jamais entendu la femme de par exemple. J'ai couvert ce dossier à la fin. Il a fallu qu'elle attende beaucoup d'années pour venir sur le créneau. Ceux qui sont détenus là, on connaît le comportement de leurs épouses. Quand une femme c'est-à-dire qu'elles viennent, on les voit auprès de leurs avocats, de leurs chers époux, on les voit se monter, descendre. Moi, j'ai jamais. On m'a dit l'épouse de Michel Atangana est en France. Puisque cet enfant, qui avait 18 ans quand son papa, la femme on l'a connu secret dehors que lorsqu'elle est cachée. Quand le fil de femme la sort, ça veut dire qu'elle a ici. C'était déjà... Je ne dis pas non, mais elle veut... Je suis sûr qu'on va dire au quartier que on t'a monté, tu veux l'argent, prends ta part, tu restes. Comme Nathalie avait commencé, on parlait. Insiste, 11 enfants en prison, maman. 11. Mais il est fort. Thierry, tu as un bon français. On peut faire 11 enfants. Tu as un bon français là-bas. Oui, mais je crois qu'ici, ça relève beaucoup plus justement les déclarations de M. Michel Thierry Atangana qui disait qu'il était détenu de façon tellement sévère, opaque, à l'exigu, c'est-à-dire qu'il n'y avait même pas la possibilité de... Je ne sais pas, que c'était tellement... presque inhumain. Donc quand aujourd'hui, on a des déclarations qui nous disent qu'il a fait 11 enfants, on comprend que sa détention n'était pas si... Et que, justement, il y a un espace réservé pour les couples. Dans tous les prisons, il y a un espace réservé pour les couples. Lorsque vous les voyez, il y a un espace qui est aménagé. Vous vous retrouvez avec votre femme et puis voilà, vous vous mettez à l'aise. Je suppose donc que c'est à ce moment et dans les mêmes conditions que les nièces de son épouse venaient rendre visite à Thierry Atangana pendant qu'il était en détention et qu'il se permettait... Est-ce que les gardiens étaient tenus de savoir que c'était la nièce? Peut-être les nièces venaient sous la demande de sa femme qui n'était peut-être pas sur place, soit pour donner des moi j'estime comme il y a beaucoup de peut-être. Là, on est en train de démontrer très simplement, à travers le papier rendu par Megui, que ce monsieur n'est pas pauvre. On est en train de dire que ce monsieur n'est pas pauvre. Non, il n'était d'ailleurs pas pauvre. Quelqu'un qui monte des projets de l'ordre de 100 milliards de dollars. Il n'est pas pauvre et qu'il vivait aisément, qu'il vivait à son aise. Et il construisait même des maisons. Il n'est pas pauvre. Donc je pense que cette femme réclame sa part. Donc arrête d'harceler le gouvernement et prépare-toi quand moi j'entre dans la danse. Donc Thierry Michel, vous êtes déjà dans un combat. Et il va reconnaître sous ses enfants, si c'est vraiment ce sont ses enfants. Là, l'héritage sera, il y aura un juge qui va faire un jugement d'hérédité s'il venait à disparaître. Donc ne vous inquiétez pas, madame. Allez, merci, on va s'arrêter. Je vous propose de prendre l'interpellation tout de suite.
sincèrement, ce que je constate ici au Cameroun, on a jeté Dieu dehors et puis on est resté à l'intérieur de la maison. Si on se rapprochait auprès de Dieu et qu'on avait la crainte de Dieu, chacun pouvait prendre ses responsabilités à cœur. Parce que ce Dieu qui est le Père de tous, en dehors de Dieu et sa crainte, personne ne peut gérer quelque chose comme il faut. Donc il faut la crainte de Dieu. Et que chacun respecte aussi les règlements et les lois du pays. La Bible dit ceci, en Romains 13, le verset 1, « Soyez soumis aux autorités supérieures. » Et les autorités supérieures, c'est le gouvernement. Donc nous devrons respecter aussi le gouvernement. D'accord. Allez, Mbombo Bengan. Moi, je suis d'accord avec notre compatriote. Il confirme quelque part ce que je dis souvent. En fait, quand je dis, moi, je parle de nous qui sommes les gardiens de la tradition en Afrique. Nous vous disons toujours que Dieu n'est pas dans les églises. Et lorsqu'on le dit, on donne l'impression que nous disons que nous ne croyons pas en Dieu. Nous croyons en Dieu et nous vous disons Dieu n'est pas dans les églises. La preuve, vous n'avez qu'à voir le spectacle que toutes les églises confondues offrent. Je dis bien toutes les églises, que ce soit chrétiennes, musulmanes, bouddhistes, vous allez voir. Donc en réalité, aujourd'hui, je dirais aux citoyens, d'accord, peut-être que vous avez des moments de réconfort là-bas, mais sachez que revenez dans vos religions traditionnelles. Maintenant, il vous appartiendra donc de détecter où sont les vrais. Donc, quand on dit religion traditionnelle, c'est différent des charlatans, des marabouts. Hein. Vous revenez dans vos traditions originelles et vous trouverez Dieu dedans. Donc, laissez ces églises importées qui vont nous offrir que de la guerre. Encore que le Dieu des religions, c'est le Dieu de la guerre. C'est le Dieu de la guerre. On vous dit, et le peuple juif a appelé la guerre, il priait Dieu pour faire la guerre. Même récemment, la naissance de l'église protestante, quand Luther quitte, ou alors propose des réformes pour l'église catholique, qu'est-ce qu'ils en suit? C'est 1 million de morts. L'église catholique tue les gens. Pourquoi ces églises-là, c'est des églises de la guerre? Donc c'est le Dieu de la guerre qui est dans les églises. Mais la spiritualité n'y est pas. Vous n'êtes pas un peu excessif? Je ne suis pas excessif, je dis ce qui est vrai. Ce débat, vous pouvez inviter un prêtre, un pasteur, n'importe lequel. On fera ce débat. Je parle même de l'origine. L'origine de l'humanité jusqu'à ce jour. Vous allez vous rendre compte que ces églises-là, Dieu n'y est pas. Ça veut dire que la spiritualité n'y est pas. Bon, d'accord, c'est un avis. Oui, absolument. On va respecter les convictions des uns et des autres. Meggy. Mais oui, moi je suis tout à fait d'accord avec le compatriote que effectivement les dérives qu'on peut observer qui sont de plus en plus récurrentes et exacerbées même, c'est dû au fait que, parce que je suis chrétienne, c'est dû au fait que oui, il y a une certaine... je ne sais pas, quand effectivement on n'a pas la crainte de Dieu, parce qu'il faut le dire, ce que la Bible préconise n'est pas mauvais. C'est-à-dire la Bible qui voudrait que l'on aime son prochain comme soi-même, c'est un très bon commandement. Parce que si on arrive à le faire, ça fait qu'on ne pourra pas faire du mal aux autres, on ne pourra pas voler, on ne pourra pas mentir, on ne pourra pas exercer des violences sur les autres. Ça, c'est une très bonne chose. Donc moi, appartenir à une église ne nous éloigne pas forcément de nos valeurs culturelles. On doit pouvoir faire la part des choses parce que dans toute formation, qu'elle soit chrétienne ou traditionnelle, quand on s'en tient à ce qui est dit, l'homme a la faculté de pouvoir choisir entre le bien et le mal. Même dans la tradition, si on veut faire du mal, on va faire du mal. À l'église, si on veut faire du mal, on va faire du mal. Mais quand quelqu'un va à l'église et qu'il essaye de s'en tenir aux préceptes religieux qui sont véhiculés là-bas, moi je ne trouve pas qu'il y a un problème à ça. Donc dire que, comme Bob le disait, qu'il faut partir de l'église parce que Dieu n'y est pas, je trouve que c'est un peu excessif. Même dans les gens qui font des mauvaises choses, on vous dira qu'ils peuvent se servir de la Bible. Oui. On peut se servir de la Bible pour des bonnes choses, comme on peut s'en servir pour quelque chose de mal. Donc va à l'église, va faire ce que tu as à faire, tu pries ton Dieu, tu sais pourquoi tu y es. Ne regarde pas, ne cherche pas à trop fouiller. Tu finis, tu ressors, tu vas chez toi. Le plus important, c'est que tu bases ta conduite de vie, tes conduites de vie sur le bien,
le bien faire aux autres et puis c'est tout. D'accord, c'est un avis hein, que nous prenons également au sérieux. Haribel, Oui, le compatriote pense que les hommes n'ont plus la crainte de Dieu. Non, il a raison, le compatriote a raison. Tu sais ce qui a remplacé maintenant Dieu? C'est WhatsApp. Les gens ne font plus la prière matinale, ni la prière avant d'aller au lit. On vérifie d'abord les messages avant d'aller au lit. Et dès qu'on se réveille, directement on allume le téléphone pour voir qui a écrit, qui n'a pas écrit. On répond, on met le pied au sol. C'est quand on descend qu'on dit que hey, j'ai oublié de prier. Mais on a vérifié quand même les messages. C'est grave. On a oublié tout ça. Donc ça veut dire que, comme il a dit là, on a mis Dieu loin derrière. Et il veut dire à Mbombo que nous les chrétiens, nous on dit Dieu est partout. On part à l'église pour l'enseignement. On part écouter la parole. Parce que tu ne peux pas, tu n'es pas formé pour ça. Les pasteurs, les prêtres sont formés pour ça. Donc on va vers eux pour qu'ils nous enseignent. Mais en partant, tu peux aussi avec ta Bible pour te référer de la Bible. Parce que quand le pasteur parle... Comment quelqu'un peut vous enseigner de dire, faites ce que je vous dis. On n'a jamais dit ça. C'est ce que les gens disent au quartier. C'est ce que moi je comprends. C'est ce que les gens disent au quartier. Parce que c'est un être humain. Ne regardez pas ce que je On fais. dit de ça, Megui, ce sont les gens qui disent au quartier. Un prêtre ni un pasteur n'a jamais dit cela parce que ça n'existe même pas dans la Bible. Non pas à l'église, suivre la parole de Dieu. Non, si tu rentres dans le bureau d'un pneumologue qui te conseille de ne pas fumer, tu le vois allumer la cigarette, tu vas confirmer, donc tu vas te dire que ça va, c'est un bon conseil. S'il a accepté de se tuer, c'est son problème. Ah d'accord. Moi je pense ce qu'il me dit. Ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a aucun peuple au monde qui a enseigné la notion de Dieu à un autre peuple. Je dis non. La mission civilisatrice de l'homme blanc qui dit être venu enseigner la valeur de Dieu, arrêtez-moi ça. Tous les peuples connaissaient Dieu. La preuve, il y a des appellations précises. Il y a Si, Yahweh, Zamba, Zambé, il y a toutes différentes appellations. Donc ça veut dire Non, les Africains connaissaient Dieu même mieux que les Blancs, que les Occidentaux. C'est nous qui leur avons dit que Dieu Je existe. n'ai pas dénié le fait qu'il y a un Dieu. Non, Dieu existe. C'est nous qui avons appris au monde que Dieu Je existe. dis bien, arrêtons de penser que c'est les Blancs qui nous ont enseigné Dieu. Non, nous connaissions la valeur de Dieu. La preuve, la première règle pour celui qui avait un champ, on vous dit vous ne récolterez jamais votre champ. Vous penserez aux passants, à la veuve, à l'orphelin, ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais dans un champ, on sait que si je fais mon champ, il y a une partie qui ne m'appartient pas. Même sur les... On dit, quand vous voyez les bangs, un manguier fétiché, lorsque vous venez sucer, si vous prenez une argent, c'est juste pour sucer, vous n'aurez rien. Mais si vous venez dans le sens de détruire, de piller, il y a des règles sur lesquelles l'Afrique fonctionnait. Ce n'est pas l'Occident qui est venu enseigner quelque chose à l'Afrique. Alors j'estime que ce Dieu dont il parle, au Sénégal, dans toute l'Afrique de l'Ouest, que ce soit le groupe Akanché, les Danché, les Guéré, les Angli, il y a un texte traditionnel qui réglemente la vie traditionnelle. Mais chez nous, on l'a tué. Regardez comment l'Afrique de l'Ouest évolue. L'Afrique centrale a ce problème parce qu'il y a les guerres des religions. Boko Haram est monté. Il y a les églises de pentecôtistes, les églises de ceci. Vous-même, vous ne vous en sortez plus. Vous êtes perdus entre suivre les églises de réveil, aller dans les loges, aller dans ceci, rentrer dans les pratiques. C'est l'Afrique centrale est perdue. Mais qui a Ça veut dire que Dieu n'est pas dedans. Si Dieu était dedans, on n'aurait pas eu ce désordre. Ah oui? C'est-à-dire l'Afrique centrale est perdue. Et vous le trouvez pour des années. Charles Lamel, je termine en une seconde. C'est l'Afrique, il faut le savoir, c'est l'Afrique. C'est nous les Africains qui avons appris au monde entier que Dieu existe. Nous l'avons appris comment? Si le peuple juif, dont on dit peuple béni, qui était en Égypte, sortait, qu'est-ce qui s'est passé avec Moïse? Lorsque Moïse, qui est en train de traduire nos textes qui sont écrits en hiéroglyphes, il est en train de vouloir les traduire en hébreu, monte sur la montagne, il y met l'ombre. Quand il descend, si le peuple juif était vraiment un peuple de Dieu, il les aurait trouvés en train de prier Dieu. Voilà. Il les a trouvés en train d'adorer d'autres dieux, de l'élever Dieu. Et c'est Moïse, donc, parce que nous l'avons initié dans la tradition africaine, c'est lui qui a appris au monde le Dieu, le vrai Dieu. Et c'est pourquoi qu'ils ont assassiné Moïse. Je vais rappeler les traductions. Non, je vais prendre un cas palpable. Nous étions au Mbonglia, dans la zone de Ngambé. Il y avait un Mbonglia qui se passait dans la zone de Ngambé, où nous avons un homme politique dont je vais taire le nom ici, qui est arrivé, se faisait prévaloir qu'il est un franc-maçon, il est un rosicrucien, il a atteint tous les degrés. C'est un bonbon. Donc de la trempe de Bonbon Bégan qui a dit bon voici mon chasse, voici mon ciel. Tu dis que tu es arrivé, assieds-toi ici, on voit. Assieds-toi, tu vas voir ce qui va t'arriver. Assieds-toi là. Il n'a pas pu s'asseoir.
Ça fait 30 minutes, je tape simplement son nom ici, de peur qu'il n'ait ce mépris. Je dis, il n'a pas pu. C'est pour dire que tout ce que ces gens font là, quand ils reviennent sur le plan traditionnel, ils savent que là, on ne s'amuse pas là. Tu ne peux pas prendre ce qui n'est pas à toi. C'est la première règle. Tu ne peux pas prendre ce qui n'est pas à toi. Ce qui est à toi, ce qui est pour nous, c'est pour nous. Je parle simplement des mais il ne faut pas en même temps faire d'amalgame entre la justice traditionnelle et la sorcellerie qui est... Ce n'est pas la sorcellerie, ce n'est pas la sorcellerie. C'est la justice divine. C'est la justice divine. Bon, pourquoi vous estimez que là, il s'agit de justice divine? Sur quoi vous vous basez, puisque ce sont des faits, ça relève de l'abstrait. Parce que Dieu est visible, vous voyez il est abstrait. On ne le voit ni à l'église, ni à le pouvoir que je détienne, le pouvoir a une généalogie, le pouvoir d'un bonbon vient de Dieu. C'est-à-dire, je peux donner une généalogie. De Dieu, ce sont même le pouvoir du président de la République. Sur la question, Charles Ahmed, je suis de ceux qui pensent qu'il y a une complexité quand même à aborder les questions de croyances ou de convictions religieuses. Et surtout la comparaison avec notre tradition. Le chinois est chinois avec son bouddhisme. Son bouddhisme, voilà. Voilà, le juif est juif avec son judaïsme. Et nous sommes quoi avec quoi? Parce que vous avez fui nos traditions. On a fui. Est-ce que le fait d'avoir fui, justement, pourquoi vous rejetez la faute forcément aux autres, aux églises? Voilà. Est-ce que le fait d'avoir fui les traditions bombok ne relève pas aussi peut-être de l'incompétence de Il n'y a pas de des manquements comment s'est comporté les traditionnalistes camerounais quand la fête à Caire? Il n'y a pas de camp. Est-ce qu'il n'y a pas de... Non, mais c'est lorsqu'ils sont arrivés, rejeter la faute aux autres. Est-ce qu'il n'y a pas de manquement? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de manquement. C'est précisément parce que l'Africain hospitalier, nous avons dit à Fred Saker, viens ici, va là-bas, on dit à nos enfants, d'accord, mais vous avez également dit tout à l'heure que c'est en Afrique centrale qu'on voit ces dérives. Je dis est-ce que l'Africain se limite en Afrique? Allons sur l'emploi des noms. Allons sur l'emploi des noms. Lorsque le maréchal lançait le principe d'autonomisation des noms, il a dit, je suis le général Mobutu Sese Seko Kuku Wendo Wazabanga. Il a imposé cela. Il n'y a pas de prénom au Congo. Les histoires d'Armel, les histoires de Charles, ça n'existe pas au Congo. Mais en Afrique centrale, on a les Megui, on a les Haribel. Expliquez-moi. Vous avez Kofi Annan. Kofi Annan qui était l'ancien secrétaire. Kofi, né à mardi, Annan, saison de pluie. On a Charles Armel. Qui est un traditionnaliste pur. Je peux vous dire que j'ai attaqué déjà. J'ai attaqué le nom. J'ai dit attaquer le nom au niveau du... Non, j'ai attaqué le nom au niveau du tribunal. Non, je veux porter un nom purement africain. Merci, cher François. Franchement, oui, un autre sujet qui a déchaîné les passions sur ce plateau, vous l'aurez constaté pour vous qui nous regardez à la maison. Le prochain arrêt nous permet d'accueillir notre invité. Il nous rend visite aujourd'hui. Avec lui, nous parlerons encore de la Sanza. Après ce club d'étoiles, c'est la vitesse. Votre discothèque VIP, ouvert tous les soirs, avec ses concepts innovants qui vous animent durant toute la semaine. De lundi à samedi dès 22h et le dimanche à partir de 18h. 16 années Club d'Étoiles, c'est aussi son lunch bar restaurant ouvert tous les soirs dès 17h avec la meilleure cuisine d'Étoiles et un billard à votre disposition. 16 années Club d'Étoiles. Je peux très bien commencer par le week-end qui démarre aujourd'hui, vendredi. Donc le vendredi et le samedi surtout, mesdames et messieurs, pour vous qui nous regardez ce matin à travers le 10-12 au Zénith et qui ne sortez pas sur la semaine parce qu'occupés par du boulot et bien d'autres encore. C'est donc le week-end, on peut sortir se détendre au maximum. Après qu'on ait terminé le travail pour ce vendredi aux environs de 17h, voilà, vous choisissez, hein, pour pas rentrer dans des bouchons dans la ville, de prendre la direction du lunch de la Sanza qui à partir de 17h est ouvert pour vous recevoir le temps d'un moment de détente et d'échange entre collègues, entre amis et pourquoi pas entre frères, avec un moment également d'amusement sur notre billard, n'est-ce pas, qui est ouvert à vous, et puis autour
autour de tout ceci, vous êtes bien évidemment joint par une musique tamisée, question de vous bercer un tout petit peu le temps pour vous, de vous requinquer et de prendre le chemin lorsqu'il sera 20h, 21h par là pour le chez vous. Les chemins sont ouverts et quelques 80-60 minutes par là, le nightclub, lui, il est ouvert. 22h sonnante et trébuchante, le nightclub ouvre pour vous. Question de vous permettre de faire le déplacement de là où vous êtes pour la meilleure discothèque d'Afrique centrale, la Sanza Nightclub de Douala. Vous vous amusez comme vous voulez avec disque à la demande, on vous l'a toujours dit, chez nous. Le client, il est roi. C'est donc pour le vendredi et le samedi, vous trouverez maximum de nouveautés et d'exclusivités distillées par nos DJ Performance, à savoir, je vous l'ai dit, hein, DJ Malheur, DJ Ferdi, l'enflammeur des scènes, DJ La Flamme, DJ Kenzo, qui s'est installé à Douala. Question de pouvoir haranguer la foule qui fasse le déplacement tous les week-ends. Le dimanche, mesdames et messieurs, pour la discothèque de Papa et les titres souvenirs, on en a ici chez nos partenaires qui ne sautent aucun dimanche sans venir s'amuser vraisemblablement, et cela leur permet de se ressourcer en matière musicale avec tout ce qui a tout ce qui a pu, autant pour moi, n'est-ce pas, bercer leur tendre enfance avec des musiques d'antan. Vous trouverez satisfaction, mesdames et messieurs, pour vous les dimanches à partir des 17h jusqu'à l'aube pour la matinée des vieux continue. Le lundi pour les programmes de la semaine, on a donc les lundis piscine party, une idée originale pensée par la Sanza Nightclub et qui permettent, n'est-ce pas, à ces personnes-là qui veulent bien voir à quoi ressemble ce qui n'est pas comme ailleurs. C'est donc la Sanza les lundis et vous venez habillé comme vous êtes, comme si vous allez à la piscine, comme si vous allez à la plage, et vous choisissez de bandits. À l'intérieur de la piscine, vous l'avez au même titre, vous baignez au même titre que toutes ces demoiselles-là, tout autour, et ces charmants messieurs tout autour, et à l'intérieur, et ceci, n'est-ce pas, agrémenté par de très très belles mélodies. Le mardi Seduction Night, question aux jeunes demoiselles, nous sommes en vacances, de vous amuser vraisemblablement, et comme vous voulez, le mercredi, une créativité s'impose permettant à nos clients qui fassent le déplacement d'avoir une idée originale qui sorte de l'ordinaire, il faut le dire ici, parce que le nightclub étant un cadre où on ne distille que de la musique, nous nous permettons d'imposer quelque chose d'un peu plus créatif pour pouvoir détendre les regards qui ont fait le déplacement. Le jeudi, soirée glamour est beaucoup plus sexy avec un défilé apparent à la clé 115 000 francs à l'acier moderne sans publicité, juste sur le dos de l'immeuble Socar. Vous avez une grande plaque indicative qui vous situe sur la position de la Sanza Nightclub. C'est à 5 mètres sur l'axe principal du boulevard de la Liberté. Voilà donc qui est indiqué pour vous qui ne saviez pas de pouvoir prendre la direction. L'immeuble Socar, vous ne le connaissez pas. Les conducteurs de moto et de taxi avérés savent véritablement où est situé. Et voilà, vous y rendez et vous trouvez satisfaction à partir d'une des soirées choisies par vous. Et si nous faisions le petit détour de Yaoundé où nous attend effectivement nos vêtements? Bien, le détour de Yaoundé, c'est donc ce vendredi, mesdames et messieurs, au VET VIP. C'est à l'hôtel Le Député, sans publicité, je tiens toujours à le dire ici. Le nightclub qui appartient au groupe Sanza reçoit l'artiste Nguia Laroute La Matès 5G, elle aime bien à se faire appeler, qui vous proposera un extrait de son nouvel album qui, n'est-ce pas, jonche déjà autant de discothèques, autant de nightclubs. Donc faites le déplacement, vous qui êtes de ce côté-là, pour pouvoir trouver satisfaction à partir de la proposition des extraits qu'elle mettra à votre disposition. On va décoller après le VET du côté de l'hôtel Le Député pour monter Elik et Sono. Nous sommes à la Sanza Nightclub de Yaoundé. Vous qui nous regardez ce matin, mesdames et messieurs, et qui aviez raté un petit peu, n'est-ce pas, le temps que vous a offert l'artiste Mister Léo, qui a fait un carton total hier, à la proposition, bien sûr, de ces 7 trophées, voilà, engrangés sur 2 ans, et qui a terminé, voilà. Ce sera donc l'opportunité ce dimanche avec Manolo. Merci. Ce sera à vous très prochainement. Allez, merci Bertrand Lé. Nous sortons avec ceci.
La vitesse, votre discothèque VIP, ouvert tous les soirs avec ses concepts innovants qui vous animent durant toute la semaine. De lundi à samedi dès 22h et tous les dimanches à partir de 18h. Saisonnet Claude Douala, c'est aussi son lunch bar restaurant ouvert tous les soirs dès 17h avec la meilleure cuisine de Douala et un billard à votre disposition. Saisonnet Claude Douala, 6 à Aqua, derrière le glacier moderne. Infoline 6 93 52 52 94 6 50 22 22 22. Retour sur ce plateau pour la suite et fin du rendu des messages que nous avons reçus avec Meggy. Dean, depuis Chang, un seul conseil africain, rentrons dans notre culture et ressourçons-nous et vous verrez que les autres ne pourront rien. C'est parce qu'ils ont réussi à nous enlever de notre culture que nous sommes aujourd'hui dominés. Objectif, piller nos richesses. Merci, cher compatriote. Bon, carrément. Je serais content. C'est ça. Mais c'est ça, quelqu'un vous montre, même dans la Bible qui ont triché chez nous, ils ont dit quelque part, tu connaîtras la vérité t'affranchira. Maintenant, vous connaissez la vérité et vous restez encore dans ces églises-là. Mais sortez de là. Voilà, donc Clinton depuis Banjul, chacun reconnaît son Dieu, mais à ma pensée, aucun Dieu n'accepterait le chaos. Laissez donc chacun croire à son Dieu choisi et sans porter atteinte à autrui. Si vous êtes africain et vous croyez au Dieu des Juifs ou des Allemands, c'est votre problème. Croyez au Dieu des Africains, comme les Africains croient. Ça ne dépendait même que des politiques. Les politiques ne caressent les églises de réveil que parce qu'ils les rapportent en termes de voix. Si ça n'avait pas été des voix, je vous assure, ça n'existerait pas. Le Dieu des Africains préconise quoi? Moi, je comprends pas. C'est le Dieu amour, c'est le Dieu hospitalier. Il vous a dit tout à l'heure comment on organisait nos champs. C'est nous qui avons. Donc, on mettait les bananes sur nos chemins. On ne savait pas quel passant allait. On couvrait dans nos canaries de l'eau potable. On couvrait. Quelqu'un pouvait venir et cueillir la banane, boire de l'eau. Lorsque vous baladez dans l'ouest et que vous arrivez dans une chefferie, vous trouvez cette grande case, celle qu'on appelait la case du peuple. C'est en fait le grenier dans lequel on prélevait 3% de toutes les productions sur les villageois. Mais c'est ça le principe. Ce que je veux comprendre, Didier Pambok et Charles Armel. Est-ce que la Bible que nous lisons tous ne préconise au Rwanda? Ça avait un lien avec... absolument, absolument. Ah, oui? C'est qu'on vous fait, l'on vous laisse croire comme guerre tribale. Ça n'en est pas un. Wow. Je vous rappelle qu'à l'époque, Kofi Annan est directeur des opérations des Nations Unies. C'est lui qui a la charge. Quel rapport il avait? Pourquoi n'a-t-il pas mis ça dessus? Pourquoi on met la France? C'est politique ou c'est lié à... Écoutez, c'est politique précisément parce que les colonisateurs ont envoyé les choses en tout cas. Merci chers tous. Merci Meggy, merci également Charles Armel. Merci à la grande équipe de production qui nous a accompagnés depuis lundi. Nous allons également remercier tous les téléspectateurs qui ne manquent pas d'exprimer leur fidélité et surtout de la manifester vis-à-vis des programmes et spécialement de celui-ci. Le 10-12, le Zénith qui pour le compte de cette semaine va rentrer en gare. Non pas de coup de gueule, on sait que c'est le week-end qui est à venir. Donc on va appeler beaucoup les uns et les autres à plus de responsabilités. À tous ceux qui doivent partir de Douala ou de Yaoundé pour d'autres villes et tout cela. Donc faites bien attention, beaucoup de prudence dans nos différents axes routiers qui sont réputés pour leur gros nid de poules, bien connus avec effectivement tous les travers qui vont également à cela. Merci à vous qui nous avez regardé à la maison. Merci, prenez soin de vous. Lundi, nous serons au rendez-vous. Merci de rester en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Que de merci ce vendredi. Au revoir.